Toute la classe passe un examen de force physique, Joe Chen y arrive. Tout le monde a acheté des stimulants au professeur, sauf notre MC, il n'a tout simplement pas les moyens de s'offrir ces stimulants coûteux. Quand l'examen commence, les autres arrivent à peine à faire 30 tractions avec les poids magiques au poignet. Ils font de leur mieux mais c'est leur limite. Quand c'est au tour de notre MC, le professeur décide que Joe Chen se venge de lui pour ne pas avoir acheté les stimulants. Et augmente le poids sur les bracelets magiques plusieurs fois, mais cela n'arrête pas le MC. Il fait facilement 100 tractions, humiliant tous les autres. Il n'arrive pas à comprendre comment ce loser fauché les a surpassés. Et voici comment il a obtenu une telle force. Joe Chen était un rang minable avec des dettes paralysantes. La dernière chose qu'il a faite, Joe Chen a réparé sa vie désespérée. Et Joe Chen invoque un démon qui pourrait le rendre riche et puissant. Mais ce n'est pas comme ça que marche un pacte avec le diable. Il l'apprend à ses dépens, quand un éclair s'abat du ciel et met fin à sa vie pathétique sur le coup. Quelques instants plus tard, il se réveille avec un mal de tête à vous briser le crâne parce qu'il a encore un projet important que Joe Chen doit finir. Quand notre garçon regarde son reflet, il est complètement choqué par son propre visage, levant les yeux vers l'arbre blanc géant dans le ciel. Il se demande ce qui se passe, c'est alors qu'un être mystérieux le félicite de l'avoir invoqué et lui accorde exactement 3 vœux, ce qui le fait paniquer un instant, et il réalise enfin qu'il a été envoyé dans un autre monde. Au début, il pense qu'il est le protagoniste d'une histoire d'isekai et que le livre flottant qui lui accorde 3 vœux est un doigt d'or exauceur de vœux. Pensant que 3 vœux c'est trop peu, il a la grande idée et demande audacieusement 10 volteux comme première requête. En entendant cela, le livre démoniaque s'excite. Quand il se rend vite compte que ce n'est pas son invocateur d'origine, le démon se transforme en sa véritable forme après avoir réalisé qu'une nouvelle âme est entrée dans le corps de Joe Chen. Notre garçon est à la fois confus et mouille son pantalon. Après avoir vu le monstre qui lui dit qu'il a dévoré l'âme d'origine du corps, et était censé Joe Chen s'en emparer, il réalise vite qu'il a été envoyé dans le mauvais monde. Il essaie Joe Chen de s'en sortir aussi vite qu'il le peut, mais le démon claque des doigts et met instantanément le feu à son corps. Parce que même penser à rompre le contrat le fera souffrir Joe Chen d'un châtiment infernal sans fin. Ses cris résonnent dans les rues et le démon pense qu'il est temps que Joe Chen mette fin à ses bêtises. Puisque le garçon était vraiment aussi pathétique qu'il le pensait, juste à ce moment-là, notre protagoniste issu du monde de l'entreprise a une idée. Il affirme que cela ne compte pas comme une rupture de contrat. Si la punition du démon l'empêche de faire sa part, en entendant un simple humain essayer de négocier avec lui, le démon est intrigué, Joe Chen sourit. Disant qu'il aurait déjà pris possession de son corps par la force si cela avait été possible, il affirme avec confiance que ce n'était rien de plus qu'un test de sa volonté et qu'il a fait ses preuves. Plus que digne, sa déclaration audacieuse fait craquer le démon. Et il déclare qu'il est le premier humain. Joe Chen a même pensé à faire un pacte avec le diable lui-même. Soudain il a la chance de signer le contrat, et le démon accepte de lui donner un nouveau départ si Joe Chen réalise ne serait-ce qu'un seul de ses vœux. Cependant le bâtard fait aussi son premier vœu Joe Chen d'obtenir 1000 volteux supplémentaires. Le démon lui fait bien comprendre qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Puisqu'il est pratiquement mort sinon, sans autre choix, il dit à son nouveau patron que l'affaire est conclue, et signe le contrat avec sa propre âme en jeu. Le lendemain matin, il arrive enfin à son appartement. Courant partout comme un toxicomane qui s'est fait attaquer par des chiens toute la nuit, son nouveau patron l'a largué juste après la fin du contrat. Mais il décide Joe Chen de l'accepter puisqu'il est pratiquement un esclave maintenant de toute façon. En entrant dans l'appartement, il remarque que l'endroit est complètement délabré, et il n'y a personne à l'intérieur. Soudain il ramasse un Death Note signé avec du sang et se demande ce qui ne va pas avec sa famille. Juste à ce moment-là, il entend une voix forte derrière lui et se fait frapper à la nuque avec une batte en métal. Un intrus impoli lui crie dessus pour avoir ignoré ses appels, mais son partenaire lui dit de ne pas battre l'enfant à mort. Son pote l'avertit que l'enfant pourrait être dangereux, puisqu'il est un oracle. Confus et furieux, notre héros demande au gars qui ils sont et le blond lui répond poliment avec un coup de pied brutal à la poitrine, lui demandant où est sa vieille harpie de mère. Puis le type le dénigre pour avoir une mère stupide, qui s'épuise à essayer de payer les dettes de son fils bon à rien comme lui. Il s'amuse que sa mère ne réalise pas qu'il sera toujours une ordure. Et les traite, lui et sa mère, de gaspillage d'oxygène. Soudain, Joe Chen se souvient de l'époque de son enfance où il avait dit à sa mère qu'il ne voulait plus être un loser. Il a vu un cauchemar, où sa mère travaillait si dur qu'elle mourait d'épuisement et s'inquiétait au fond de lui que cela puisse arriver un jour. Quand il a demandé ce qui se passerait s'il ne se réveillait pas en tant qu'oracle, sa mère a simplement dit au petit Joe Chen d'arrêter de s'inquiéter. Elle a dit que même si le monde entier s'effondrait, elle serait toujours là pour lui et lui a dit d'avoir confiance en lui.
De retour dans le présent, il s'énerve et lance un coup de poing à la vitesse de l'éclair au visage du blond de nulle part. Alors que l'ordure est emportée, son partenaire entend un grand bruit sourd et lui dit d'arrêter avant qu'il ne tue l'enfant, seulement pour voir son corps voler juste devant lui. Après que la poussière retombe, son visage est si abîmé que même la chirurgie plastique ne peut plus le réparer. Voyant que les deux autres fixent le changement soudain de son aura, et pensent qu'il a fait une percée en temps réel. Pendant ce temps, notre garçon leur lance son regard le plus froid et dit aux bâtards de fermer leur sale gueule. Décidant qu'ils doivent apprendre une leçon aux morveux de rang E, le voyou dit à Joe Chen Jun qu'il est temps de lui remettre les idées en place en lui cassant une jambe ou deux. Notre garçon comprend qu'il parle de son pouvoir et se dit qu'ils sont probablement d'un niveau supérieur à lui de toute façon. Décidant qu'ils doivent apprendre une leçon aux morveux de rang E, le voyou dit à Joe Chen Jun qu'il est temps de lui remettre les idées en place en lui cassant une jambe ou deux. Notre garçon comprend qu'il parle de son pouvoir et se dit qu'ils sont probablement d'un niveau supérieur à lui de toute façon. Alors que John abat son tuyau au-dessus de sa tête, Joe Chen le voit bouger au ralenti et saute hors de son chemin avec facilité. Il apparaît alors juste derrière le gorille avec une douce touche de son genou au visage, son coup de pied sauvage envoie l'idiot voler. Après cela, son partenaire attaque par derrière tout en se demandant comment un simple rang E peut être aussi agile. L'homme pense que Joe Chen ne peut pas l'est. Alors qu'il se fait jeter comme une ordure de la veille, le type n'arrive pas à croire ce qui se passe. L'homme implore notre héros de lui faire grâce. Parce qu'il n'est venu que sur les ordres de Lin Yu pour récupérer l'argent du prêt. En entendant ça, il dit au prêteur sur gage Joe Chen de dire à son patron qu'il aura son argent en temps voulu. Donc il a besoin que Joe Chen se calme et foute le camp de sa vie. Les brutes frissonnent à ces mots et se dandinent rapidement par la porte d'entrée. Juste à ce moment-là, Joe Chen demande au démon s'il est là. Et Goldfinger est surpris que l'amateur ait pu Joe Chen sentir sa présence. Il répond qu'il a pu Joe Chen sentir son pouvoir parcourir son corps avec force. Et le démon lui dit Joe Chen d'être reconnaissant pour l'aide. Notre héros le flatte avec enthousiasme en l'appelant patron et dit qu'il n'a pas besoin que Joe Chen ait peur de qui que ce soit. S'il emprunte son pouvoir, cela irrite le démon car un paysan mortel ne devrait même pas oser Joe Chen penser à manier le pouvoir qui pourrait facilement mettre fin à sa vie s'il l'utilisait au-delà de sa limite. Joe Chen est choqué d'entendre ça et il demande au patron comment il peut exaucer ses vœux s'il n'est pas assez fort. Goldfinger lui assure qu'il deviendra plus fort grâce aux récompenses. Mais le prévient Joe Chen d'oublier d'utiliser son pouvoir pour le moment. Notre héros est assez déçu en entendant ça, mais Goldfinger pense Joe Chen lui-même. Qu'il est fou de voir à quel point il a bien manié son pouvoir, ce qui lui fait se demander si Joe Chen est secrètement son partenaire destiné. Après ça, il demande au patron quel est son deuxième vœu et ce qu'il devrait faire ensuite. Mais le démon lui dit simplement Joe Chen d'oublier ça et de faire ce qu'il veut pour l'instant. En entendant ça, il soupire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit Joe Chen apprendre sur le nouveau monde. Et il semble que son nouveau corps ne sera pas si utile. Il sort le téléphone de Joe Chen pour se faire une meilleure idée de ce qu'était réellement la vie du garçon. Il remarque d'abord qu'il n'a reçu aucun message, ni appel de sa famille, mais quand il ouvre le texto de sa sœur, ce qu'il voit le laisse complètement sans voix. Elle lui a envoyé un texto il y a un moment Joe Chen de venir aussi vite qu'il le peut parce que leur mère est tombée dans le coma. Plus tard à l'hôpital, il ouvre la porte en grand, suspendue. À l'intérieur, il voit une fille qui semble Joe Chen être sa sœur, recroquevillée, dans une profonde inquiétude devant le lit de leur mère. Il lui faut un moment Joe Chen pour réaliser que l'atmosphère est douloureusement inconfortable, ce qui est logique puisqu'il ignorait sa sœur auparavant. Il s'approche Joe Chen d'elle et regarde la femme dans le lit qui est censée Joe Chen être sa mère. Il n'arrive pas à croire à quel point son état est mauvais comparé Joe Chen au souvenir qu'il a d'elle dans son esprit. Et il se demande si c'est de la faute de Joe Chen avec un regard coupable. Il s'excuse Joe Chen auprès de sa sœur d'être en retard et lui demande comment va leur mère. Mais elle se contente de sourire avec colère en lui demandant quelle excuse bidon il va Joe Chen lui donner cette fois-ci. Elle répète toutes les excuses stupides qu'il a faites dans le passé à propos de l'entraînement et de l'invocation de démons. Soudain, elle s'emporte contre lui, incapable Joe Chen de croire qu'il ne pouvait même pas venir Joe Chen voir sa mère qui est tombée dans le coma parce qu'elle s'est ruinée Joe Chen jusqu'à l'os Joe Chen pour rembourser ses prêts. Il se tait quand elle dit que leur mère a failli mourir parce qu'elle n'avait plus d'argent Joe Chen pour payer les factures d'hôpital après avoir remboursé ses dettes sans fin. Après avoir tout déballé, elle lui dit qu'ils en ont assez et lui tend une carte avec 6 mois de ses dépenses, en disant qu'elle s'occupera de leur mère elle-même. Il transpire, confus, en demandant ce que cela signifie. Et sa sœur dit calmement qu'il est mort Joe Chen elle. Plus tard à l'extérieur, Goldfinger sent ses sombres émotions.
et demande pourquoi les mots de la fille humaine l'ont tellement blessé. Le démon lui assure que ce n'est pas lui qui a causé ça. Mais il se souvient que la sœur de Joe Chen lui a rappelé son moi pathétique qui a autrefois fait la même erreur. Ce qui fait rire son patron et il lui dit de ne pas Joe Chen laisser cela retarder son plan. En entendant ça, Joe Chen lui demande si devenir plus fort résoudra tous ses problèmes et le démon confirme qu'ils disparaîtront tous s'il prouve qu'il a ce qu'il faut. Sur ce, il est pleinement déterminé. Joe Chen a commencé son arc d'entraînement. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit, le patron du recouvrement de créances dit à sa secrétaire Joe Chen de faire travailler son équipe rapidement, parce que ses clients ne vont pas attendre. Mais sa secrétaire l'informe qu'un étudiant a en fait battu 3 de leurs hommes. En entendant ça, le gangster se souvient que ces hommes ont essayé Joe Chen de recouvrer le paiement avant la date limite et ont ruiné sa réputation. Sa secrétaire dit qu'il leur donnera leur punition. Mais il explique aussi que c'est un problème sérieux parce que l'étudiant a battu des types qui étaient bien au-dessus de son niveau. Cela attire toute l'attention du patron. Et puis il saisit rapidement le rapport avec le profil de Joe Chen. Il pense que le garçon est bien plus fort qu'il ne le laisse paraître parce qu'aucune compétence ne peut permettre à un niveau 2 de gagner contre un niveau 3 à la fin. Il ordonne à sa secrétaire Joe Chen de surveiller le garçon. La scène se déplace ensuite Joe Chen vers notre héros en train de faire son jogging matinal. Son voisin amical lui offre une bonne affaire sur des suppléments, mais il dit au vieil homme qu'il reviendra plus tard. En voyant à quel point il est énergique, l'homme se demande si il a trouvé une petite amie ou quelque chose comme ça. Cependant, Joe Chen a été occupé à s'habituer Joe Chen à son corps et à se muscler, tout en recueillant des informations. Depuis qu'il a été libéré, il apprend que les personnes ayant des capacités sont appelées des oracles et qu'il s'est endetté profondément à cause des suppléments Joe Chen pour devenir plus fort coûte un bras et un rein. Bien qu'il ne soit pas sûr de la limite, il est devenu assez baraqué avec seulement quelques jours d'entraînement et de drogue. Alors qu'il pense à ça, quelqu'un l'appelle et quand il décroche le téléphone, la voix à l'autre bout lui crie dessus qu'il a oublié Joe Chen de revenir comme leur professeur l'a demandé. En entendant ça, notre héros se souvient soudain qu'il les a complètement ghostés. Le lendemain à l'école, il apprend qu'il y a 6 rangs d'un Joe Chen à un nœud. Et vous devez Joe Chen atteindre le niveau le plus élevé de votre rang Joe Chen pour passer Joe Chen au suivant, ce qui demande un effort monstrueux. En raison de l'énorme différence, le monde est divisé en 5 couches où les rangs E et les plus normaux comme lui se trouvent dans les zones les plus éloignées. Pendant ce temps, les rangs D et supérieurs se trouvent dans la couche intérieure. Réalisant qu'il est une ordure de bas niveau, il décide Joe Chen de devenir plus fort aussi vite qu'il le peut, afin de pouvoir entrer rapidement dans les couches intermédiaires. Soudain, un néandertalien le frappe par derrière avec un crotte de nez et rit à son visage. Son copain plaisante en disant que notre héros a l'air si faible qu'il pourrait probablement le tabasser même s'il est un oracle de niveau 1 comme eux. En entendant ça, notre héros est agacé que des singes comme eux existent encore dans ce monde. Juste à ce moment-là, le professeur arrive pour le cours. Plus tard à l'extérieur, il s'étire et pense que sa vie scolaire se passe plutôt bien jusqu'à présent. Juste à ce moment-là, quelqu'un le bien que surpris, car il est habitué à voir Joe Chen, le fait de voir Joe Chen se battre contre le tyran fait comprendre à notre héros qu'il est devenu trop arrogant pour son propre bien, juste parce qu'il a obtenu de bonnes notes aux examens écrits. Il dit que la vraie valeur d'un oracle vient de la force. Et sa force de niveau 1 est nulle. En entendant ça, le frère rappelle au tyran qu'il est aussi une ordure de niveau 1, ce qui le met tellement en colère qu'il lance une violente. Joe Chen attrape sans effort le poing d'une main et tord le poignet de l'autre en demandant s'il a fini de jacasser. Le type en colère n'arrive pas à croire qu'il se fait dominer par lui et se demande si Joe Chen n'aurait pas grandi aussi. Ensuite, Joe Chen lui renvoie ses propres mots, que la force est tout, puis demande poliment la permission. Joe Chen lui fracasse le visage pendant que le type transpire à grosses gouttes en pensant que c'est Joe Chen qui va se faire tabasser. L'entraîneur apparaît soudainement et se met en colère contre notre garçon pour avoir causé des problèmes dans sa classe. L'entraîneur a l'air plus irrité que jamais et demande s'il prévoit que Joe Chen cause des problèmes dès son retour. Notre garçon prend son air le plus innocent et prétend qu'il ne faisait que jouer. Le brute arrache sa main et lui dit que Joe Chen le lâche. Voyant que les choses se calmant, l'entraîneur avertit notre héros une dernière fois et ordonne à tout le monde que Joe Chen s'aligne pour les tests. Peu après, les élèves se rassemblent près d'une barre de traction pendant que l'entraîneur Gigi commence à blablater. Il les motive pour le tournoi à venir contre d'autres écoles, promettant que de bons résultats apporteront non seulement la gloire à Joe Chen et à l'école, mais ouvriront également les portes des académies d'élite à Joe Chen. À la fin de son discours, il commence sans vergogne à vanter ses compléments miracles, comme l'escroc qu'il est. Le défi commence avec le brute qui fait 50 tractions d'affilée.
Joe Chen n'est pas impressionné, et dit que ça ressemble plus à un défi TikTok qu'à un test sérieux. À ce moment-là, une voix appelle Joe Chen en lui demandant s'il va bien. La déléguée de classe avoue qu'elle était inquiète car il a ignoré ses messages pendant des jours. Elle essaie rapidement que Joe Chen le couvre en disant qu'elle était juste curieuse à son sujet, mais notre garçon la rassure en disant que rien ne s'est passé. Changeant de sujet, elle lui demande pourquoi il refuse que Joe Chen achète les compléments louches du professeur. Joe Chen répond brutalement qu'il est fauché. Elle essaie que Joe Chen l'avertisse des conséquences de ne pas faire l'achat, mais son nom est appelé avant qu'elle ne puisse finir. Lui souhaitant bonne chance, il la renvoie. Elle ne réussit que 25 tractions avant d'échouer. Mais l'entraîneur se souvient qu'elle lui a acheté 2 bouteilles et augmente comme par magie son score à Joe Chen 35. Notre garçon comprend soudain que c'est la vraie raison pour laquelle chaque élève a acheté cette camelote hors de prix en premier lieu. Sinon, il risquerait de se faire expulser. Finalement, Joe Chen s'avance pour son tour à la barre. L'entraîneur plisse les yeux, pleinement conscient que notre héros n'a jamais acheté une seule bouteille. Un sourire tordu se dessine sur son visage alors qu'il décide que Joe Chen donne l'exemple avec lui pour ne pas avoir acheté ses produits de mauvaise qualité. Pendant ce temps, Joe Chen étudie la barre de traction et les protège-poignets, notant qu'ils ont l'air normaux à première vue, mais il doit y avoir une astuce derrière eux. Dès qu'il saisit la barre, ses yeux s'écarquillent sous le choc. Son corps se sent soudainement plus lourd. Et il comprend rapidement que les cristaux incrustés dans les protège-poignets ajoutent du poids supplémentaire. Malgré tout, notre garçon refuse que Joe Chen cède. Réalisant que les cristaux doivent avoir une limite de poids, il continue et Joe Chen enchaîne les répétitions. Comme si de rien n'était. Les autres élèves le regardent avec incrédulité, stupéfaits que le soi-disant faible les surpasse avec facilité. Ils perdent la tête quand Joe Chen dépasse les 100 répétitions en criant qu'il doit être au moins de 2e rang. Quand il lâche enfin la barre, une foule l'entoure en le bombardant de questions sans fin. Pendant ce temps, l'entraîneur est figé, se demandant si les garçons se sont secrètement dopés avec des stimulants. La peur s'insinue alors qu'il réalise que les élèves pourraient ne plus avoir besoin de ces compléments douteux. Juste à ce moment-là, il esquisse un sourire diabolique, élaborant un plan méchant pour notre héros. La scène coupe sur Joe Chen et le directeur qui est furieux au téléphone à propos de l'annulation de leurs événements de 2e rang. Il soutient que l'école manque de fonds et s'en sort à peine avec des élèves de 3e rang. L'homme à l'autre bout répond brutalement que le système recherche des oracles d'élite, c'est pourquoi l'argent est acheminé vers les meilleures écoles. Raccrochant le téléphone, le directeur se prend la tête entre les mains, réalisant que l'école n'a pas les fonds nécessaires pour produire un seul oracle d'élite. Ses yeux tombent sur un cristal noir enfermé dans une vitrine alors qu'il se creuse la tête pour savoir comment Joe Chen peut maintenir l'école en activité. La pensée est interrompue par la voix de l'entraîneur Gigi qui appelle de l'extérieur du bureau. L'entraîneur entre et dépose fièrement une liste de noms dont il prétend qu'ils deviendront des oracles d'élite. Le directeur examine le papier et voit immédiatement que chacun de ceux qui sont listés est à peine de 1er rang, mais l'entraîneur les vend comme des prodiges. L'entraîneur dit ensuite qu'il y a un élève qui n'est pas apte à devenir un oracle et le directeur mord à l'hameçon en demandant de qui il s'agit. L'histoire revient à Joe Chen et à notre héros, qui se dirige vers le bureau du directeur avec le démon qui traîne à côté de lui. Le livre maudit lui demande ce qu'il a fait cette fois. Mais Joe Chen reste silencieux. Debout devant la porte, il se souvient de la mauvaise réputation du directeur et espère qu'il ne résultera rien de l'aide de cette réunion. Au moment où il tend la main vers la poignée, des flammes apparaissent devant lui, le prenant complètement au dépourvu. Le démon s'illumine, ravi que le souhait déclenché qu'il a mentionné plus tôt soit enfin apparu. Il ordonne à Joe Chen de traquer rapidement l'objet. Mais Joe Chen commence à se plaindre du timing incroyablement mauvais. Ses pensées sont interrompues lorsque le directeur lui-même brise le silence, lui disant que Joe Chen arrête de perdre du temps et entre tout de suite. Entrant, Joe Chen demande poliment pourquoi le directeur l'a convoqué. L'homme feuillette son dossier scolaire et demande ensuite à l'élève ce qu'il faut, selon lui, pour devenir un oracle. Sans attendre de réponse, le directeur répond lui-même, disant que tout se résume à l'argent. Il dit ensuite à Joe Chen sans aucune hésitation de démissionner maintenant pendant qu'il en est encore temps. La couleur quitte son visage, et le directeur continue en expliquant que le coût du développement d'un oracle est beaucoup trop élevé. Il insiste sur le fait que Joe Chen n'est qu'un gamin fauché qui ne peut absolument pas survivre ici à long terme. Dans sa tête, il se dit qu'il vaut mieux que Joe Chen réduise les pertes avec les élèves faibles maintenant, et il est même prêt à rembourser les frais de scolarité à Joe Chen. Joe Chen prend quelques secondes pour analyser la situation.
Pendant ce temps, l'œil du démon s'écarquille alors qu'il réalise soudain que le cristal est l'objet et dit à notre héros que Zhou Chen le prenne. Il murmure doucement à Zhou Chen que le livre maudit le prenne lui-même. Mais le démon lui rappelle immédiatement qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour agir. Zhou Chen s'arrête, perdu dans ses pensées, réalisant qu'il doit absolument entrer dans la zone de Mid-City, ce qui signifie qu'il ne peut pas se permettre d'être expulsé ici quoi qu'il arrive. Il s'étudie et se souvient qu'aucun élève de cette académie n'a jamais dépassé le niveau E2, ce qui est exactement la raison pour laquelle ces élèves sont considérés comme si précieux. Notre garçon demande alors au démon s'il peut décider de la récompense pour cette mission. À ce moment précis, le démon comprend ce que Zhou Chen manigance. Mais avant qu'il ne puisse parler, Zhou Chen le coupe et déclare qu'il veut la compétence d'emprunt de pouvoir. Goldfinger explose, lui criant dessus et lui rappelant à quel point ce choix est insensé et dangereux. Mais notre garçon est déterminé. Il argumente que s'il finit par être expulsé, alors le souhait du démon risque de ne jamais se réaliser. Et il exige que le livre maudit lui fasse confiance. À contre-cœur, Goldfinger cède et admet que quoi qu'il arrive à partir de maintenant, il ne pourra pas être blâmé. Un panneau lumineux se matérialise devant Zhou Chen, lui demandant s'il veut la compétence d'emprunt de pouvoir. Il accepte instantanément, sans hésitation. Le directeur interrompt alors ses pensées, lui demandant s'il a des derniers mots. Il répond fermement qu'il veut que le directeur évalue à nouveau son niveau, et seulement ensuite qu'il décide. Le directeur secoue la tête devant cette requête désespérée, mais tend quand même la main. Au contact, il note que la force de Zhou Chen est supérieure à ce que les dossiers suggèrent, mais toujours loin d'être suffisante. Zhou Chen reste les yeux fermés. Zhou Chen réalise que c'est sa dernière chance et essaie désespérément d'absorber autant d'énergie stellaire que possible. Il commence alors à émettre une aura pure, choquant le directeur. Même le démon est pris par surprise car il ne s'attendait pas à ce que l'énergie du gamin dépasse la puissance qu'il lui a prêtée. Le directeur chancelle en arrière, choqué, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il réalise que Zhou Chen a en quelque sorte percé et atteint le 4e niveau à l'instant. Serrant les dents, l'homme reprend ses esprits et appelle notre garçon, lui disant de participer au prochain tournoi scolaire. Zhou Chen cligne des yeux, surpris, essayant de comprendre pourquoi le ton du directeur a changé si soudainement une fois la poussière retombée. Il comprend que le type veut probablement que Zhou Chen sorte Lady School des poubelles et l'utilise pour se montrer devant le département de l'éducation. Le directeur admet que Zhou Chen fait des pieds et des mains. Il voulait que Zhou Chen élimine les étudiants inutiles, et s'excuse ensuite d'avoir pris Zhou Chen dans ce pétrin. En guise de récompense, il lui accorde une bourse complète plus 6 bouteilles de supplément chaque semaine. Il est clair, disant que notre héros doit représenter leur école. Parce que l'avenir de l'académie entière repose sur lui. Réalisant à quel point l'homme est désespéré, notre garçon tente sa chance et demande s'il peut avoir le cristal noir sur l'étagère. Le directeur explique qu'il est taillé dans du cristal d'étoile noire rapporté à l'origine par le précédent directeur et qu'il représente la foi de l'école. Mais il soupire ensuite que si l'école s'effondre, son symbole ne signifie rien, alors il accepte de le lui remettre. Notre héros répond avec confiance, promettant qu'il donnera tout ce qu'il a pour que Zhou Chen gagne le tournoi. Le directeur change ensuite de sujet et demande comment il est devenu si fort. Zhou Chen minimise avec désinvolture, disant qu'il cachait sa force depuis le début. Le directeur manque de s'étouffer, pensant que masquer un niveau est le geste ultime des pros et jure qu'il n'en soufflera mot à Zhou Chen. À ce moment précis, une femme entre dans le bureau et le directeur lui demande d'escorter Zhou Chen. Zhou Chen dans la classe d'élite. Peu de temps après, elle explique que tout le 2e étage est réservé uniquement aux élites. Changeant de sujet, elle demande avec désinvolture quel genre de lien il a avec le directeur. Mais Zhou Chen élude la question sans rien lui révéler. À ce moment précis, l'entraîneur Jigia arrive en trombe à toute vitesse. Il s'excuse, disant qu'il a supplié le directeur de reconsidérer la décision. L'enseignante le coupe court, précisant que Zhou Chen n'est pas du tout expulsé et qu'il est en fait transféré dans la classe d'élite. Elle ajoute que le directeur le recherche maintenant, ce qui fait perdre toute couleur au visage de l'entraîneur. Plus tard dans la nuit, il se traîne jusqu'à son minuscule appartement et s'effondre sur le lit. Il marmonne pour lui-même, se demandant comment un gamin fauché comme lui est censé atteindre le niveau 4 en si peu de temps. Le démon intervient immédiatement, lui rappelant la mission à accomplir. Goldfinger avertit que son pouvoir ne trompera pas les humains éternellement, et il admet qu'il l'avait déjà compris. Pourtant, il se dit qu'il a des suppléments gratuits et qu'il a évité l'expulsion, donc la vie ne semble pas si mauvaise pour le moment. Regardant son téléphone, il réalise que la vraie crise est toujours la montagne de dettes, et il a besoin de concocter un plan pour gagner de l'argent rapidement.
Le lendemain à l'école, il a l'air plus déprimé que jamais. Regardant autour de lui la zone délabrée et poussiéreuse, il se demande dans quel genre de taudis il vient d'entrer. Sortant de nulle part, quelqu'un l'appelle par son nom. Un homme lui fait signe de loin, lui disant de venir avec un grand sourire. Ils entament une conversation. Et l'homme s'excuse de ne pas l'avoir trouvé plus tôt car il est toujours enseveli sous les tâches de classe. Le type se présente comme le professeur Zhang. Et Zhou Chen demande immédiatement s'il est vraiment le seul professeur ici. Zhang se gratte la tête, admettant que l'école ne se porte pas très bien et qu'il est le seul affecté à la classe avancée. Il ajoute qu'ils utilisent la section la plus intérieure pour l'entraînement, c'est pourquoi les halls extérieurs ne font que prendre la poussière. Poussant la porte, le professeur rassure Zhou Chen de ne pas s'inquiéter, insistant sur le fait que les installations sont toujours de premier ordre. Il promet même que les choses ne seront jamais ennuyeuses. Alors que notre héros regarde avec admiration. L'intérieur ne correspond pas du tout à l'extérieur et ressemble à une salle de sport de classe mondiale. Son professeur explique que les étudiants font tous de l'auto-entraînement et propose à Zhou Chen de le présenter. Il pense que l'endroit ressemble à un club de remise en forme 5 étoiles avec des étudiants pleins d'énergie, bien qu'il en surprenne quelques-uns à lui lancer des regards de côté. Son professeur appelle alors tout le monde pour présenter le nouveau venu. Il s'incline poliment et les salue avec respect. Mais un type aux cheveux roux à l'arrière commence immédiatement à semer le trouble. Croisant les bras avec un sourire narquois, il se moque de Zhou Chen, lui disant de laisser tomber la comédie et d'admettre qu'il a utilisé des relations pour entrer. Le professeur le rabroue, criant à Wen Hao de se comporter, et expliquant que Zhou Chen a été transféré uniquement sur la base de ses compétences. Le type n'y croit pas. Il plisse les yeux comme un prédateur repérant une proie facile et défie Zhou Chen en combat singulier. Sortant de nulle part, les étudiants s'illuminent instantanément, ravis de voir un duel pour la première fois depuis des lustres et commencent à répandre des rumeurs. Un étudiant blond à l'arrière demande ce qui se passe et une fille aux cheveux roses explique qu'un combat est sur le point d'éclater, ce qui pique l'intérêt du blond. Et il s'empresse d'en savoir plus sur ce soi-disant étudiant transféré, tandis que notre héros, le professeur, lui déconseille d'accepter le défi de Zhou Chen. Mais Zhou Chen accepte sans hésitation, ajoutant calmement qu'il est d'accord pour le match tant que la force létale est exclue. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur, celui-ci est sur le point d'exploser, exigeant de savoir si le nouveau venu cherche déjà la bagarre. Le professeur explique au téléphone que notre garçon a accepté le défi de Wen Hao. De retour, Zhou Chen, le combat, aucun des deux ne recule alors qu'ils se font face dans une aura de folie furieuse. Le directeur trouve cela étrange, mais suppose que le gamin veut juste que Zhou Chen connaisse son niveau actuel. Il accorde donc la permission pour que le duel Zhou Chen ait lieu dans l'arène. Plus tard, les deux étudiants se tiennent derrière des bureaux séparés pendant que le professeur passe en revue les règles. Premièrement, il ne doit y avoir aucune interférence extérieure et deuxièmement, les deux combattants doivent s'affronter au même niveau d'étoile. Wen Hao a du mal à croire que Zhou Chen soit vraiment aussi un oracle de rang E. Leur professeur termine ensuite les instructions, leur rappelant fermement que frapper les points vitaux est absolument interdit. Les deux adversaires commencent à se tourner autour tandis que le professeur leur rappelle que la force létale n'est autorisée en aucun cas. Il poursuit en disant que celui qui perd ne peut pas riposter par la suite, quel que soit le résultat. Une frappe nette sur le visage de Zhou Chen ou un abandon mettra fin au duel immédiatement. D'un geste de la main, leur professeur signale le début, espérant que Zhou Chen finira rapidement. Wen Hao charge et vise directement son cou, il ne bronche même pas et attrape son bras, le déséquilibrant complètement. Le rouquin frappe instantanément à nouveau, réalisant que ce type pourrait bien être le vrai. Wen Hao déclenche un barrage de coups implacables. Mais Zhou Chen esquive chacun d'eux avec une précision calme. Frustré, Wen Hao change soudainement de vitesse et essaie de placer un coup de pied à Zhou Chen. La jambe se tord en l'air et le rouquin déclenche son mouvement signature, le coup de pied crochet du vent. Zhou Chen parvient à bloquer avec son bras, bien que le rouquin sourit, supposant que le match est maintenant décidé. De cette position même, il le surprend avec un coup de pied sec visant le cou de Wen Hao. Le rouquin essaie de se reprendre, se demandant comment diable ce type connaît même les arts martiaux. Se reprenant avant de tomber, Wen Hao pense que la seule chose qui compte maintenant est de protéger son visage à tout prix, mais juste au moment où il se retourne, Zhou Chen lui tapote calmement le nez avec un poing fermé. Avec un sourire narquois, il lui demande si cela signifie la victoire, laissant Wen Hao figé d'incrédulité. L'arène se tait un instant jusqu'à ce que le professeur Zhong déclare officiellement Zhou Chen vainqueur. Wen Hao n'arrivait pas à croire qu'il avait réellement perdu contre Zhou Chen, et tout le monde est surpris par l'issue choquante du match.
Il pense que notre garçon est tout simplement trop fort. Pendant ce temps, il pense que le match s'est terminé beaucoup trop rapidement. Mais il a quand même réussi à apprendre quelque chose. Il demande ensuite à Wen Hao s'il a des réclamations maintenant. En voyant le match, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux car Wen Hao est une élite qui a suivi une formation professionnelle. Mais il a quand même perdu contre Zhou Chen, un type qui vient d'être promu dans la classe élite. Il pense que notre garçon a un talent caché exceptionnel, et c'est la raison pour laquelle le directeur lui avait dit de lui accorder un traitement spécial. Soudain, le directeur apparaît et félicite notre garçon, lui disant de le suivre car il veut parler de quelque chose d'important. La fille aux cheveux roses est étonnée de voir cela, tandis que le garçon aux cheveux jaunes dit qu'ils ont absolument besoin d'un type comme lui dans leur équipe forte. Le directeur demande à notre garçon s'il aime la classe élite, et il répond qu'à part le fait que les étudiants sont trop enthousiastes, ce n'est rien de vraiment spécial. Le directeur dit qu'il s'y habituera, parce que les forts attirent toujours l'attention. Il lui conseille également de se concentrer sur son entraînement, et l'école fera tout ce qu'elle peut pour l'aider. En entendant cela, notre garçon pense que le directeur lui fait maintenant confiance, alors il décide de lui demander s'il connaît des moyens par lesquels les étudiants peuvent gagner de l'argent rapidement, mais il lui dit plutôt de continuer à se concentrer sur l'entraînement, afin qu'il puisse gagner une plus grande somme d'argent à long terme. Et l'école peut également aider financièrement si sa famille traverse une période difficile. Notre garçon lui dit que ce n'est pas le cas, et pense que maintenant il doit trouver un autre moyen d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il s'entraîne dans la salle de sport, il se rappelle qu'il doit être prudent car l'école a des politiques très strictes contre les prêts étudiants. Il se demande où il peut apprendre à gagner de l'argent supplémentaire, mais soudain, le garçon aux cheveux jaunes apparaît devant lui et le complimente sur le match. Il demande ensuite à notre garçon qui il est, et il lui pose la même question en retour. Pendant ce temps, la fille dit à Shen qu'il est impoli, et elle s'excuse auprès de notre garçon pour le fait qu'il est parfois un peu ennuyeux. Elle se présente en disant qu'elle est Su, et que le casse-pied à ses côtés est Shen. Elle lui dit qu'ils sont tous les deux ses aînés, et qu'ils peuvent l'aider s'il est confus à propos de quoi que ce soit. Le type ennuyeux dit alors qu'ils sont une équipe à partir de maintenant et qu'il est le chef d'équipe, il prendra donc personnellement bien soin de lui. Il demande ensuite à notre garçon quelle technique de combat il a utilisée contre Wen Hao. Mais notre héros dit qu'il ne connaît rien de telle technique. Le chef est surpris, lorsque notre garçon lui dit que le mouvement qu'il a utilisé n'était qu'un simple réflexe. Il dit que Wen Hao sera furieux quand il découvrira cela, et Su dit rapidement qu'elle va lui expliquer. Elle explique que les techniques de combat sont des super mouvements spéciaux qu'une personne apprend à partir de parchemins ou de pierres de mémoire, et plus on les maîtrise, plus on devient fort. Il en existe de nombreux types différents. Les combattants forts combinent ces techniques dans leur style de combat. Shen lui dit alors que Wen Hao a utilisé une technique de combat de rendez dans le match, une technique connue sous le nom de coup de pied crochet du vent. En entendant cela, notre garçon pense que cela doit être la raison pour laquelle il n'a pas pu bloquer correctement le coup de pied. Et il aura une plus grande chance de gagner s'il peut acquérir une telle technique. Il demande si elles sont rares et le chef explique que leur rareté dépend des rangs. L'école leur enseigne les techniques de base, mais ils ne peuvent apprendre les plus puissantes que dans deux conditions. Soit ils les achètent, soit quelqu'un les partage avec eux. Mais elles sont vraiment chères sur le marché actuel, même une technique de base de rendez peut coûter environ 500 000. Pour se vanter, ils lui disent tous les deux qu'ils ont une technique de combat, et qu'ils peuvent la lui montrer s'il veut la voir. Zhou Chen pense que ces deux-là doivent être vraiment riches. Parce qu'une somme aussi énorme ne représente rien pour eux, il lui vient soudain à l'esprit qu'il peut leur demander comment gagner de l'argent rapidement. Il leur demande s'il existe un moyen rapide pour lui, Zhou Chen, de gagner de l'argent. Mais il dit qu'il ne veut pas que Zhou Chen fasse quoi que ce soit d'illégal, comme braquer une banque. Zhou Chen lui dit que sa seule option est le quartier de Blackwater, mais Su lui dit rapidement de ne pas prononcer de telles absurdités. Il dit ensuite qu'il a entendu dire que tout pouvait arriver là, bas, mais l'école interdit aux élèves d'entrer dans ce quartier. Après cela, le chef demande à notre garçon de combien d'argent il a besoin pour la technique. Et il dit environ 300 000. Tous les deux vérifient immédiatement leur compte, mais ils sont complètement fauchés. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il ira de toute façon jeter un coup d'œil au quartier de Blackwater après l'école. Parce qu'il a vraiment besoin d'argent tout de suite, il atteint le quartier en utilisant les cartes et pense que c'est vraiment proche de chez lui. Personne ne peut penser qu'il est un étudiant, parce qu'il ne porte plus son uniforme. Il demande même au patron ce qu'il pense du quartier, mais il ne reçoit pas une seule réponse. D'après ce que Zhou Chen a entendu, les zones extérieures n'ont pas de combattants forts et son niveau de puissance est égal à celui d'un oracle de niveau 4. Il peut donc facilement gérer n'importe qui.
Si la situation empire, il est sûr qu'il peut au moins s'enfuir en toute sécurité. Après avoir regardé de plus près autour de lui, il pense que cette zone a définitivement été abandonnée et se demande si c'est vraiment la zone miracle. Mais il peut encore voir de faibles empreintes de pas autour qui le mènent vers un passage secret caché. Il atteint alors enfin la zone miracle. Après avoir soigneusement traversé le passage dans la zone miracle, notre garçon voit l'environnement sale et toutes les transactions louches. Il pense que personne ne parle de cet endroit parce qu'il n'y a pas de loi et que littéralement tout peut être fait pour que Joe Chen fasse des profits. Après avoir vu toutes ces choses, il a une lueur d'espoir qu'il peut vraiment gagner assez d'argent pour que Joe Chen rembourse sa dette. Soudain, il demande au voyou qui le traque depuis combien de temps il prévoit de le suivre. L'un des voyous le complimente sur son instinct aiguisé et dit qu'il prévoyait de frapper quand il serait complètement insouciant, mais maintenant la situation a changé et il va le tabasser devant tout le monde. Il dit qu'il a vu beaucoup de garçons comme lui auparavant, les enfants riches qui viennent déguisés dans le quartier de Blackwater, et qui deviennent alors des proies pour eux. Joe Chen pense qu'il est une sorte d'idiot parce que lui-même est complètement fauché. Le voyou dit alors qu'il est un oracle, donc il sera inutile s'il essaie de s'échapper. Il lui dit que s'il veut vivre, alors il devrait juste suivre ses ordres et vider ses poches. En entendant cela, notre garçon dit à Joe Chen qu'il est vraiment impoli. Et d'un seul coup, il met soudainement le chef KO. Les deux autres sont énervés qu'il ait mis le chef KO parce qu'il ne faisait pas attention, alors tous les deux se précipitent droit sur lui pour le poignarder. Soudain, des caisses en bois tombent sur eux deux. Et une mystérieuse fille attrape rapidement la main de notre garçon et lui ordonne de venir avec elle. Tous les deux s'enfuient de là et atteignent un endroit surcaché. Joe Chen la remercie pour son aide. Mais en réalité, ce n'est qu'une nuisance pour lui parce qu'après avoir battu les deux gars, il prévoyait de les interroger. La fille agit comme si elle connaissait déjà notre garçon et lui demande ce qu'il fait ici. Après avoir dit cela, elle panique soudainement, parce qu'elle se souvient qu'elle doit se faire discrète. Il lui demande s'il la connaît vraiment, mais elle change de sujet en disant qu'elle a juste lu son nom sur son col. Après avoir remarqué l'étiquette nominative, il la retire immédiatement. Il pense que c'est une bonne chose que la fille ne le connaisse pas, parce qu'il n'avait jamais réalisé que son nom avait été écrit sur son col depuis le début. Il la remercie de lui avoir dit cela, alors qu'elle est juste contente de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Elle lui conseille de bien cacher ses informations parce que cette zone est vraiment dangereuse. Et dit ensuite qu'elle va le faire sortir d'ici, mais notre garçon refuse son offre parce qu'il est ici pour gagner de l'argent. Il décide qu'il devrait s'éloigner parce que si elle découvre qu'il est un étudiant, alors il aura de gros ennuis quand il partira. Elle pense qu'elle sait définitivement qui il est et se demande ce qu'un étudiant fait même dans la zone miracle. Quand elle l'a touché, elle a eu une sensation étrange, grâce à laquelle elle pense qu'il est déjà devenu un oracle. Pendant ce temps, notre garçon achète un masque pour couvrir son visage afin que son identité ne soit divulguée nulle part. Alors qu'il pense qu'il n'a trouvé aucun moyen de gagner de l'argent, un étranger l'approche et lui dit qu'il est le guide touristique local, et qu'il peut répondre à toutes les questions qu'il a. En entendant cela, notre garçon est intrigué et lui demande s'il connaît un endroit où il peut gagner de l'argent rapidement. Le guide est vraiment heureux parce qu'il pense qu'il a augmenté le nombre de participants d'un et dit fièrement à notre garçon de le suivre. Il emmène Joe Chen dans une arène de combat, où il demande si c'est un club de combat clandestin. Le guide dit qu'il a raison, et que c'est le moyen le plus efficace de gagner de l'argent rapidement. Il explique qu'aujourd'hui, le gagnant recevra le prix en argent ainsi qu'une somme d'argent spécifique provenant des paris placés. Il dit que les oracles rejoignent également ces combats, donc ces matchs sont à haut risque et à haute récompense. Après avoir jeté un coup d'œil au combat en cours, il pense qu'il a définitivement une chance de tout gagner. Le guide demande à notre garçon s'il veut participer, parce qu'il peut lui obtenir des jetons de paris. Il lui dit qu'il tentera sa chance au prix en argent de toute façon. Suivant notre garçon, la mystérieuse fille entre également dans le club de combat et commence à le chercher. Soudain, elle voit notre garçon debout à l'intérieur du ring et se demande ce qu'il fait ici. Le type Blade se comporte de manière hautaine devant Joe Chen en disant qu'il est un combattant titulaire. Mais notre garçon le met KO d'un seul coup. La foule pense que c'est ennuyeux parce que chaque combattant est mis KO d'un seul coup de poing. Notre garçon pense qu'il devrait en finir le plus tôt possible. Et il s'occupe également des deux prochains combattants juste après. Après avoir vu ces combats, le patron du club est tout confus, parce qu'il ne l'a laissé combattre que parce qu'il avait l'air faible. Le larbin lui dit qu'après avoir regardé tous ces combats, tous les combattants ont déclaré forfait. Et les clients exigent des remboursements parce qu'ils pensent que tous ces matchs sont truqués. Immédiatement, le patron dit à ses subordonnés d'organiser un match spécial.
parce qu'il ne va pas le laisser partir avec tout le prix en argent. Pendant ce temps, il bat son dernier adversaire et demande si maintenant il peut avoir le prix en argent. L'annonceur dit que la foule est toute excitée par ces matchs. Ils ont donc organisé un match spécial. Notre garçon pense qu'il ne prévoit jamais de remettre le prix en argent. D'un autre côté, les larbins sortent un chariot auquel un monstre est attaché. L'annonceur dit que le match spécial sera contre le Nifl. Également connu comme le monstre, Joe Chen est sincèrement surpris de voir les PNJ le détacher du chariot. Et le monstre tombe par terre comme un corps mort. Il s'enfuit immédiatement du ring et le verrouille hermétiquement. Le gars reste juste là à réfléchir à ce qui se passe. Soudain, le monstre se réveille et a un regard vraiment menaçant sur son visage. Un gros homme dans la foule réconforte sa copine en disant qu'il peut facilement battre le monstre en un seul coup de poing. Mais en réalité, il a failli faire dans son pantalon après avoir vu cette bête. La mystérieuse fille se demande comment une chose pareille pourrait même être ici. Elle sait que Joe Chen ne peut pas gérer ça tout seul et elle peut le sauver avec ses capacités. Mais alors sa couverture sera grillée et ses plans divulgués. Pendant ce temps, notre gars pense qu'il est malheureux que le boss ne soit pas là à un moment pareil et il est sûr que Joe Chen aura du mal à vaincre ce monstre. Quand il le regarde dans les yeux, il a l'impression d'être une proie. Et le monstre est le chasseur. Son sixième sens lui hurle « Joe Chen, éloigne-toi ». Parce que cette chose est extrêmement dangereuse. Le monstre fond sur notre gars. Joe Chen tente une frappe mortelle. Mais notre gars utilise ses instincts. Joe Chen esquive l'attaque. Et il serait mort s'il n'avait pas fait ça. Après ça, il décide que Joe Chen doit devenir sérieux s'il veut survivre. Le monstre le pousse dans un coin et en voyant ça, Joe Chen décide qu'il doit en finir le plus vite possible. Il emprunte de la force. Joe Chen augmente son niveau et il frappe le monstre directement au sol. Le monstre est allongé là, et il pense que le combat est terminé. Mais il attaque soudainement à nouveau, ce qu'il évite de justesse. Il est étonné que son attaque la plus puissante n'ait aucun effet sur lui et il s'éloigne rapidement parce qu'il sait qu'il ne peut pas le vaincre au corps à corps. Courant dans l'arène, notre gars esquive ses attaques et cherche une arme qu'il peut utiliser pour vaincre le monstre. Il casse alors la griffe du monstre et l'utilise comme un poignard. Joe Chen coupe rapidement le cou du monstre. La coupure n'est pas assez profonde pour le tuer. Mais maintenant, notre gars peut réellement se défendre. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le monstre, donc il peut le tuer s'il peut s'approcher une fois de plus. Avec cette pensée, Joe Chen fonce. Mais le monstre libère un gaz mystérieux qui s'avère être juste de la vapeur. Le monstre utilise ce brouillard comme une distraction et attaque notre gars de différents côtés. Il ne voit rien dans le brouillard et le monstre profite de cette chance pour infliger des dégâts à Joe Chen parce qu'il craint que notre gars ne le tue au moment où il fait un seul mouvement. Notre gars sait qu'il ne peut pas permettre ça parce qu'il sera tué. Si le temps est écoulé, il décide qu'il va utiliser tous ses sens pour confirmer sa position et finalement le tuer. Il se concentre intensément et immédiatement se verrouille sur la position du monstre. Après ça, il l'attrape par la main et la coupe net. C'est la chance dont notre gars avait besoin pour porter le coup final. Et il y va directement, mais hélas, le temps est écoulé et son cœur commence à lui faire mal. Pendant ce temps, le monstre profite de cette chance pour le désarmer et le frappe, avec sa langue pour lui infliger un coup mortel. Notre gars n'a toujours pas abandonné et il décide de dépasser ses limites. Il emprunte à nouveau de la force et attrape le monstre par sa langue, puis il le balance dans les airs et l'attrape par les deux mâchoires. Il utilise toute sa puissance pour déchirer le monstre et finalement le tuer. Pendant ce temps, les officiels qui regardent à travers les caméras n'ont aucune idée de ce qu'ils voient. Le boss demande nerveusement si le nouveau gamin a finalement craqué, mais son visage devient rapidement pâle. À l'intérieur de l'arène, la fille aux cheveux blancs regarde Joe Chen les yeux grands ouverts, se demandant comment il a même réussi à faire ça. Tenant toujours la tête du monstre, il fixe la caméra et ce regard de mort à lui seul fait transpirer les officiels. Le boss commence à paniquer en jurant qu'il a dépensé une fortune pour faire venir ce combattant juste pour que le garçon l'écrase comme rien. L'annonceur se démène pour se reprendre en félicitant Joe Chen et en lui disant de suivre le personnel pour récupérer sa récompense. Quelque temps plus tard, en coulisses, une mallette remplie d'argent est posée devant lui. L'officiel explique que cela représente environ 500 000 $. Il tend la main pour la prendre, mais le boss la claque soudainement avec un sourire louche. Il déclare que l'accord a changé, soit Joe Chen devient un combattant permanent et reçoit le montant total, soit il s'en va avec seulement un quart. Mon gars plisse les yeux et exige qu'il répète ça. Le boss craque, en criant que tous les autres concurrents se sont enfuis après ce combat, et que son guerrier vedette a souffert d'une maladie soudaine de perte de tête. Notre gars rétorque que ce n'était pas leur accord initial. Il lui rappelle que les termes disaient que les combattants ne sont pas responsables si leur adversaire meurt sur le ring, en demandant à nouveau si ce n'était pas la condition convenue.
L'aura de Zhou Chen à elle seule draine la couleur du visage de l'homme. Dégageant des vibrations meurtrières, il exige le paiement intégral sinon il y aura des conséquences. Après avoir entendu ça, le boss sort une arme pour le menacer, mais il ne cligne même pas des yeux. En un seul mouvement, notre héros démonte l'arme et casse le doigt du voyou. Criant de douleur, le boss ordonne à ses hommes de cribler le gamin de balles. Ses laquais sortent instantanément leurs armes, prêts à tirer. Ils soupirent juste d'agacement, devenant visiblement plus irrités à la seconde. À l'extérieur, la fille aux cheveux blancs. Ce temps alors que des coups de feu soudains éclatent, un instant plus tard, un homme est projeté à travers la fenêtre, volant comme une canette de soda vide. Regardant le garde du corps inconscient sur le sol, la foule se demande si une sorte de film est en train d'être tourné. La fille aux cheveux blancs soupçonne cependant que ce chaos est l'œuvre de Zhou Chen. Pendant ce temps, notre héros déchire les gardes du corps sans une seconde pensée. Impassible face au fait qu'ils ont des armes, un voyou chauve lève son arme pour tirer. Mais il lui écrase la tête directement à travers le mur à la place, sortant en trombe. Il s'enfuit avec l'argent à la main tandis que les voyous à l'étage crient des ordres pour le capturer. Alors qu'il sprinte dans les rues, il réalise qu'il atteint sa limite, et son corps ralentit, ses blessures drainent aussi lentement sa force. Soudain, une main s'agrippe à son sweat à capuche et le tire dans une ruelle étroite. La fille d'avant lui met rapidement une main sur la bouche. Alors que les voyous passent sans remarquer, une fois que la voie est libre, elle lui dit qu'il est en sécurité, et Zhou Chen reconnaît son visage de plus tôt. Elle lui ordonne d'économiser ses forces et lui dit qu'elle connaît une voie d'évacuation cachée. Le guidant vers un tunnel, elle l'avertit que s'il ne bouge pas maintenant, les voyous vont sceller tout le district et le capturer. Il essaie de répondre, mais elle le coupe en lui disant de se mettre en mouvement. Sans autre choix, il la remercie et s'élance dans le tunnel. Après son départ, elle tape sur son communicateur. À l'autre bout, une voix exige avec colère qu'elle sache où elle a disparu. Elle balaie ça en disant « Sa sœur Zhou Chen s'est tue et a passé leur grand-père au téléphone parce qu'elle avait trouvé quelque chose. » Zhou Chen rapporte la scène, puis on revient à Zhou Chen. Zhou Chen qui parvient à peine à Zhou Chen à trébucher dans son appartement. Avant de s'effondrer sur le sol, haletant, il serre sa poitrine. Luttant pour que Zhou Chen reste éveillé, mais au moment où son corps brûle, jusqu'à la dernière de ses forces, notre garçon finit par tomber par terre, inconscient, il s'enfonce dans un rêve. Où sa mère s'excuse d'avoir menti sur son amélioration, la vérité est plus dure, elle n'a plus que quelques années tout au plus. Elle dit à son fils qu'elle ne voulait rien de plus que Zhou Chen le voir grandir. Zhou Chen rencontrait ses enfants un jour, Zhou Chen passait juste un peu plus de temps ensemble. La maman de notre héros s'excuse encore de ne pas avoir la force que Zhou Chen reste à ses côtés, et elle lui dit qu'elle l'aime plus que tout au monde. Des larmes coulent sur son visage alors que notre héros est ramené à la réalité, ses yeux s'ouvrent brusquement, mais il se stabilise et regarde le ciel ensoleillé par la fenêtre. S'asseyant, il réalise qu'il est toujours à l'intérieur de la maison de Zhou Chen. Un soulagement l'envahit d'être en vie, même si c'est ce cauchemar d'enfance qui l'a réveillé. Puis une voix résonne dans sa tête lui demandant s'il est enfin réveillé. Le prenant au dépourvu, il demande alors au démon où le démon a été ces derniers jours, mais le livre maudit marmonne une excuse à propos d'affaires. Au lieu de cela, il retourne la question en demandant ce qu'il a fait. Zhou Chen finit par être inconscient pendant 2 jours de suite. Avant qu'il ne puisse répondre, le démon comprend qu'il s'est faufilé dans l'arène souterraine, a brûlé trop d'énergie, et est allé au pied de Zhou Chen avec un monstre. Goldfinger explose en lui criant dessus pour avoir fait une cascade aussi imprudente. Il essaye Zhou Chen de hausser les épaules, mais le démon continue, l'avertissant que son pouvoir n'est pas suffisant. Zhou Chen le ramène une deuxième fois, il le presse Zhou Chen de valoriser davantage sa vie, puisque c'est sa deuxième chance après tout et qu'il ne peut pas la gâcher. Cela fait en fait sourire Zhou Chen. Et il remercie le démon de veiller sur lui. Goldfinger se détend un peu puis admet que le monstre qu'il a combattu ne semble pas venir de ce monde. Cette pensée rappelle à notre garçon la fille qu'il a rencontrée dans cet endroit maudit, mais il la repousse parce que pour l'instant, monter de niveau est ce qui compte. Juste à ce moment-là, il se souvient de sa récompense de la nuit dernière, et il ouvre immédiatement la mallette Zhou Chen pour révéler ses piles de billets de banque bien nés. Le démon se moque de lui pour avoir risqué son coup pour de l'argent, mais il répond qu'au moins pour l'instant, il n'a pas Zhou Chen à s'inquiéter de ses dettes jusqu'après le tournoi. See, regardant. Il dit qu'il a Zhou Chen pour soigner cette blessure. Avant de retourner à l'école Zhou Chen, se frottant la tête, il gémit en disant qu'il doit encore Zhou Chen aller à l'hôpital, à la banque et au cours le même jour. À l'hôpital, le médecin l'examine et dit que la blessure guérira rapidement tant qu'il la gardera propre. Remarquant la vitesse de récupération, l'homme demande si notre garçon se trouve être un oracle. Zhou Chen auquel il répond oui immédiatement. Le médecin change de vitesse et essaye Zhou Chen de lui vendre un plan d'adhésion.
Il le rejette instantanément en demandant le médicament normal à la place, se sentant soulagé que la langue du monstre n'était pas empoisonnée, il regarde le médecin lui remettre une pommade, mais dès qu'il prend la bouteille, il se fige et regarde avec incrédulité. Il demande au médecin pourquoi la bouteille brille. Mais l'homme lui lance juste un regard bizarre, insistant sur le fait que c'est un récipient ordinaire. Mon gars n'y croit pas une seconde. Voyant clairement qu'elle brille dans sa main, le médecin essaie Joe Chen de pousser à nouveau l'offre d'adhésion en disant que les séances de conseil l'aideraient avec ses hallucinations induites par le stress. Mais il ignore le psy. Dans le couloir, Joe Chen remarque l'étrange flux d'énergie partout, tendant la main. Il la voit briller plus fort et réalise qu'elle doit être liée à l'énergie stellaire. Joe Chen, se souvenant du combat souterrain, il soupçonne que cette bataille a déclenché une sorte d'éveil. Puis il sourit en pensant que s'il peut vraiment sentir l'énergie stellaire maintenant, il peut l'absorber beaucoup plus efficacement. Juste à ce moment-là, un homme passe en dégageant une aura verte brillante. Et Joe Chen se force à agir normalement après le passage du gars. Il jette un autre coup d'œil en douce et se met à transpirer à froid en pensant que l'énergie stellaire de cet homme est d'un autre niveau. L'étranger aux cheveux verts s'arrête, sentant quelque chose, et se demande s'il vient de se faire scanner. Mais il secoue la tête. Sur son communicateur, une voix commence à le bombarder, Adam exigeant qu'il traque l'étoile extraterrestre immédiatement. L'homme aux cheveux verts dit à la personne Joe Chen de se calmer. Puisqu'il prévoit Joe Chen de rester dans le pays pendant un certain temps, la voix riposte en lui rappelant que la prophétie du patron a désigné l'étoile extraterrestre comme une menace de niveau boss qui nécessite une surveillance constante. En glissant ses lunettes de soleil, l'homme aux cheveux verts sourit et dit que le patron s'inquiète trop. Il déclare que si l'étoile extraterrestre est vraiment leur ennemi, alors il l'écrasera sans hésitation. Le lendemain à l'école, le directeur commence à gronder notre garçon pour avoir séché les cours et ses appels. Il s'excuse et dit qu'il a été pris dans des affaires personnelles. Le directeur adoucit son ton, montrant plus d'inquiétude que de colère, mais il le rassure et lui demande si c'est à propos du tournoi. Le vieil homme secoue la tête et explique qu'il a pleinement confiance en lui pour le tournoi. Au lieu de cela, il demande si l'école peut l'aider s'il a de vrais problèmes. Il rappelle à notre garçon que la priorité absolue de l'école est d'aider à soutenir les oracles d'élite Joe Chen. Joe Chen sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter Joe Chen, promettant Joe Chen de tout donner dans le tournoi, ce qui finit par apaiser un peu le directeur. Un peu plus tard, Shen et Sue se précipitent Joe Chen pour le rattraper en lui demandant ce qui s'est passé. Shen se souvient que notre garçon avait mentionné une technique de combat auparavant, et puis fouille dans ses poches. Sortant une carte de crédit, il explique qu'ils ont réussi Joe Chen à réunir 300 000 pour lui, qu'il pourra toujours rembourser plus tard. En entendant cela, il se fige de surprise après avoir réalisé à quel point les deux avaient pris ses paroles au sérieux. Il les remercie, mais admet qu'il a changé d'avis sur l'obtention de cette technique. Juste à ce moment-là, Wen Hao apparaît, l'air inhabituellement timide, et offre 50 000 en guise d'excuse pour son comportement antérieur. Notre héros le remercie pour sa pensée, tandis que Sue commence à interroger le roux en lui demandant s'il a un motif caché louche. Wen Hao admet qu'il voulait seulement Joe Chen se rattraper pour avoir traité Joe Chen d'imposteur, et espère maintenant qu'ils pourront être amis. Sue se penche et chuchote Joe Chen en lui demandant s'il devrait laisser le gars se joindre, et il hausse les épaules. Disant que ça ne le dérange pas, Sue se tourne alors vers Wen Hao et lui demande si ça lui va d'être le 4e membre. Et il répond que le classement n'a pas d'importance. Essaie instantanément de donner des ordres à Joe Chen en lui disant d'aller chercher une bouteille d'eau, ce qui déclenche une discussion animée entre les deux. Joe Chen sourit en réalisant qu'il s'est fait de bons amis. Puis avance rapidement Joe Chen en train de courir sur un tapis de course, se rappelant que les oracles absorbent plus d'énergie pendant l'entraînement physique. Cependant, le taux d'absorption s'avère douloureusement lent, même avec l'équipement d'entraînement. La majeure partie de l'énergie fuit encore, se dit Joe Chen. Ce doit être la raison pour laquelle tant de gens ne dépassent jamais le niveau 1 et se dit qu'il a besoin d'une meilleure méthode rapidement. C'est alors que Shen intervient et suggère un duel, affirmant que cela fonctionne bien mieux qu'un entraînement solo ennuyeux. Notre héros comprend soudainement que Shen a peut être raison, puisqu'il a éveillé sa nouvelle capacité pendant ce combat. Pensant cela, il ordonne à Shen de rassembler tout le monde. Quelques instants plus tard, Shen et Sue lancent une attaque combinée contre lui. Il les repousse, se sentant satisfait des résultats. Avant de dire aux deux de se reposer, il souligne qu'ils s'y sont mis depuis plus d'1 heure déjà, tandis que Shen et Sue halètent. Sue admet qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a mentionné un combat à 1 contre 2. Et Shen ajoute que cette méthode d'entraînement est incroyablement efficace. Il regarde ensuite Wen Hao en disant que c'est son tour maintenant et le rouquin sourit, plus que prêt. En regardant le groupe, Joe Chen conclut que la théorie est correcte, puisque le taux d'absorption de chacun monte en flèche.
et qu'ils vont monter de niveau plus vite que jamais. Quant à lui, avec un taux d'absorption naturellement élevé, il peut pousser le test plus loin. Dans ce monde, les compléments sont dilués pour les garder en sécurité, mais même ainsi, les personnes ayant une faible absorption en bénéficient à peine. En revanche, la compétence d'emprunt de pouvoir est 100 fois plus concentrée que n'importe quel complément, et s'il l'absorbe imprudemment, son corps exploserait littéralement, mais s'il pouvait contrôler le flux et l'absorber lentement, et monter de niveau à une vitesse folle pourrait en fait être possible. Avec ce pari en tête, Zhou Chen active la compétence, déclenchant immédiatement de fortes vagues d'aura. La force brute de l'énergie le prend au dépourvu. Mais c'est logique puisque la capacité lui permet de gagner 2 niveaux d'un coup. Se contractant, il force l'énergie dans un mince flux contrôlé et commence à l'absorber. Son corps se bloque sous la tension, chaque muscle criant sous la pression écrasante. Concentrant toute sa volonté, Zhou Chen remarque à quelle vitesse l'énergie le remplit. Plus vite que tout ce qu'il ait jamais ressenti. Puis la panique le frappe et son corps a l'impression qu'il va éclater. Ne voyant pas d'autre choix, il pointe sa main vers le haut et libère le trop-plein d'énergie qui explose en vagues, forçant ses amis à se protéger de la pression écrasante. Ils n'en croient pas leurs yeux, murmurant sous le choc de voir à quel point Zhou Chen est soudainement devenu surpuissant. C'est alors que Goldfinger apparaît parce qu'il est attiré par la perturbation. Le démon se fige à la vue de Zhou Chen, trempé de sueur, lui disant calmement qu'il a réussi à absorber le pouvoir. Le démon a du mal à croire que le garçon a réussi et se demande ensuite à voix haute si Zhou Chen est vraiment son âme sœur tant attendue. Il demande au patron s'il a dit quelque chose, mais le patron change de sujet en disant qu'il est juste heureux que notre garçon ne soit pas mort. Après avoir entendu toute cette agitation, l'entraîneur arrive en courant et demande ce qui s'est passé et Su lui dit que c'est Zhou Chen qui a libéré toute cette énergie. L'entraîneur est surpris de voir la quantité d'énergie stellaire, et il dit immédiatement aux assistants d'apporter l'appareil de mesure. Après avoir mesuré la puissance de notre héros, ils se rendent compte qu'il est déjà devenu un oracle de niveau 3. Au début, l'entraîneur n'en croit pas ses yeux. Mais il se précipite ensuite vers le bureau du directeur pour lui en parler car il est le premier oracle de niveau 3 que l'école ait vu depuis très longtemps. Pendant ce temps, Su lui demande comment il peut monter de niveau si rapidement et lui demande de lui enseigner la méthode. Il lui dit que c'est à cause de tout l'entraînement qu'il a fait et il décide que la prochaine fois, il fera ça en privé, afin de ne pas causer de problèmes inutiles. En entendant cela, tous les trois s'enthousiasment, et ils augmentent l'intensité de leur entraînement. D'un autre côté, notre garçon demande au patron pourquoi il ne s'est pas fâché contre lui cette fois. Il dit que maintenant il s'y est habitué. Goldfinger peut utiliser tous ses pouvoirs, s'il veut juste qu'il monte de niveau rapidement parce qu'il a besoin qu'il devienne plus fort. Mais il dit au démon qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, il a stocké une montagne d'énergie stellaire. Et une fois qu'il se sera installé dans cette nouvelle force, il va monter de niveau à nouveau, c'est aussi simple que ça. Le patron entend cela et se tait complètement. Le temps passe vite et la compétition approche et notre héros s'entraîne comme une bête jusqu'à ce que finalement, le grand jour soit arrivé. Toute l'équipe est en effervescence lorsqu'elle entre dans la salle. Su s'enthousiasme parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle est arrivée jusqu'ici, et dit que sa mère serait fière. Shen fait étalage de ses connaissances en soulignant que cette année, il y a la plus grande foule de participants. Jusqu'à présent. Wen Hao intervient et lui demande s'il est prêt pour la catégorie niveau 4. Le gars est amer de ne pas avoir monté de niveau à temps pour le rejoindre. Mais Zhou Chen hausse simplement les épaules. Les mots du directeur résonnent encore dans sa tête, vous devriez tout donner. Et si les choses deviennent trop compliquées, abandonnez simplement. Il n'y a pas de honte à vivre pour se battre à nouveau. Puisque les arènes pour le niveau 3 et le niveau 4 sont séparées, les trois se séparent, le laissant se préparer seul. Pendant ce temps, le directeur et l'entraîneur entrent dans la zone VIP, regardant autour d'eux comme des enfants dans un magasin de bonbons. L'entraîneur glousse en disant « C'est le genre de luxe qu'ils attendaient ». Tout cela grâce à leur école qui envoie enfin un combattant dans la catégorie niveau 4 aujourd'hui. Soudain, le directeur Wang apparaît et félicite le directeur d'avoir formé 2 étudiants de haut niveau en quelques mois seulement. Le directeur agit humblement et dit que cela n'a rien à voir avec lui. Tout cela est dû au travail acharné des étudiants, il les a seulement aidés à satisfaire leurs besoins. Il remercie également Wang pour son aide car il lui a donné toutes les informations clés sur la compétition. Après la réforme, le gouvernement a annoncé des subventions pour les écoles gagnantes. Et à cause de ces subventions, la difficulté du tournoi augmentera également. Soudain, un type arrogant dit qu'un Pequeno s'est introduit de force dans le salon VIP. Et cause tout ce remue-ménage.
Le directeur veut que Zhou Chen lui réponde, mais Wang l'arrête et lui dit de ne pas laisser Zhou Chen s'en mêler car ce sont tous des directeurs d'écoles qui ont déjà gagné cette compétition. Le directeur dit que tout cela appartient au passé. Et personne ne sait vraiment qui gagnera cette compétition. Le type aux cheveux blancs dit à Zhou Chen de profiter de cette scène pour la première et la dernière fois afin qu'il s'en souvienne clairement. L'entraîneur demande au directeur si les étudiants vont bien car ils participent à une compétition de si haut niveau pour la toute première fois. Demande ensuite à l'entraîneur ce qu'il pense de ses étudiants. Il répond qu'ils sont tous talentueux et que Zhou Chen est un prodige qui est beaucoup plus talentueux que n'importe quel génie. Le directeur lui dit qu'ils doivent juste laisser Zhou Chen croire aux étudiants. Dans les tribunes, la classe encourage Zhou Chen, mais elle s'inquiète pour lui et elle est vraiment nerveuse. Parce qu'elle est venue ici pour la toute première fois. Au début, elle n'arrivait pas à croire que notre garçon participait à la compétition, mais maintenant, elle est là pour l'encourager. Il y a une semaine, à l'école, elle pensait que Zhou Chen était devenu l'étoile montante de l'académie. Elle ne pouvait plus le rencontrer. Parce que maintenant, il ne s'occuperait plus de personne de la classe inférieure. Pendant qu'elle pense à tout ça, elle est sur le point de s'écraser Zhou Chen le sol. Mais notre héros apparaît et la rattrape juste à temps. Il lui demande si elle va bien et elle le remercie. Puis lui demande ce qu'il fait ici. Il lui dit qu'il l'a vu alors il est venu. Zhou Chen lui dit bonjour. Elle admet qu'elle pense maintenant qu'il est une élite. Et ne rencontrera jamais personne de la classe inférieure. Il lui dit que les amis sont pour toujours. Et quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas être changés. En entendant cela, elle se sent heureuse et pense que Zhou Chen n'a pas du tout changé. Et il peut gagner le tournoi à coup sûr. L'annonceur déclare que les concurrents arrivent Zhou Chen la scène. Et le délégué de classe est tout excité après avoir vu notre garçon sortir avec les autres. L'annonceur dit qu'il souhaite la bienvenue à tout le monde Zhou Chen la compétition d'échange de cette année. Et cet événement sera animé par lui et sa partenaire Liliane. En entendant ce nom, la foule devient absolument folle car elle est l'une des idoles les plus célèbres de tout le pays. La diva dit qu'elle est ici Zhou Chen travaille dur et aujourd'hui elle n'est qu'une annonceuse ordinaire. Parce que les concurrents sont les vraies stars de cette compétition. Après cela, l'annonceur explique les règles. Sur 12 académies, il y a 48 concurrents, 6 dans la catégorie niveau 4. Et les 32 restants dans la catégorie niveau 3. Il dit que la salle est réservée à la catégorie niveau 4. Et les classements seront basés sur les scores des deux catégories, qui seront ensuite convertis en points. Les concurrents s'affronteront un par un. Et le gagnant passera à l'étape suivante. Il affrontera ensuite le gagnant de l'autre match jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul combattant. Le temps limite est de 30 minutes et le match se termine lorsqu'un concurrent se rend ou n'a plus la capacité Zhou Chen se battre. Lilian dit que les règles du tournoi de cette année sont beaucoup plus strictes. Mais il n'y a pas besoin Zhou Chen s'inquiéter et dit à tout le monde Zhou Chen de regarder tout en haut du pilier. La foule s'excite quand elle voit la célébrité de rang S Baiyu assise dans la salle. Zhou Chen montre sa puissance dominante. Il secoue nonchalamment le sol avec juste un doigt. L'annonceur explique que le maître a installé ce ring spécial qui protège le public des attaques perdues. Ainsi, il peut également réparer le ring instantanément après chaque match. Il dit également aux concurrents Zhou Chen de porter les gemmes car elles servent de certification de concurrents et peuvent également les protéger dans des conditions dangereuses. Tout le monde murmure qu'un rang S est vraiment terrifiant et notre garçon pense que son pouvoir est presque égal Zhou Chen Gojo. Le type a l'air tellement insouciant de tout qu'il ne se sent même pas nerveux. L'idole dit que les résultats seront affichés sur les gemmes. Et elle annonce officiellement que la compétition commence maintenant. Le tout premier match se termine en seulement 17 minutes. Et le gagnant est Xiao Ran. Le directeur dit qu'il n'arrive pas à croire qu'un oracle de rang S supervise personnellement le tournoi, ce qui signifie que les matchs de cette année vont Zhou Chen être incroyablement difficiles. Le directeur Wang dit que tout cela est dû à la différence entre le niveau 4 et le niveau 3, car les oracles de niveau 4 ont déjà une maîtrise complète de leurs techniques de combat. Les écoles célèbres sont si riches qu'acheter des techniques de rang C est pratiquement une routine quotidienne pour elles. La seule raison pour laquelle ils sont toujours capables Zhou Chen de gagner le tournoi est qu'ils utilisent l'argent des subventions Zhou Chen pour fournir à leurs concurrents les meilleures potions et techniques de combat. Mais cette année, les choses sont sur le point Zhou Chen de changer complètement. Le 5e match oppose Lan Qin et Lise et dans ce match, Qin se joue de son adversaire en esquivant chacune de ses attaques. Ensuite, elle utilise une technique de combat basée sur une capacité et maîtrise son adversaire avant de porter le coup de grâce et de gagner le match. La foule s'excite en regardant ça. Et beaucoup de gens pensent qu'elle utilise secrètement une sorte de magie. En voyant cela, le directeur est tout choqué. Parce que ce genre de capacité ne peut être obtenu que par un oracle de rang supérieur. Le directeur Wang est fier.
et dit qu'elle est un prodige qui a réussi Zhou Chen à obtenir cette capacité à un plus jeune âge. Le directeur Hao lui dit que cela n'a pas d'importance même si elle a une telle capacité, mais Wong le provoque, en lui demandant pourquoi il a essayé Zhou Chen de la recruter si c'est vrai. Le directeur Li répond que ce n'est qu'un éveil précoce et rien de plus. Lors du 6e match, Wong ne permet même pas à son adversaire Zhou Chen d'attaquer et met fin au match en seulement 5 secondes. En voyant cela, la foule pense que l'oracle flamboyant remportera très probablement le tournoi de cette année également. L'autre directeur pense que personne ne peut être comparé Zhou Chen à l'étudiant qui est personnellement enseigné par le directeur Li. Zhou Chen se montre. Li dit que les chiens qui aboient ne mordent pas. Mais Wang lui dit Zhou Chen d'attendre et de regarder à la place. Qui pense que cette bataille est complètement hors de sa portée car ils sont si bas classés que même se qualifier pour ce tournoi est déjà un miracle. Il peut garder la tête haute si Zhou Chen gagne un seul match ou au moins fait le spectacle. Après la fin du 7e match, notre héros est le prochain concurrent et se demande quel genre de combattant sera son adversaire. Goldfinger lui dit Zhou Chen d'emprunter ses pouvoirs et de terminer le match rapidement, mais il dit que s'il fait ça, il attirera l'attention de tout le monde. Et il pourrait avoir de sérieux ennuis s'il fait l'objet d'une enquête. En allant vers le ring, il rencontre Qin qui lui dit qu'il n'a pas de chance. Zhou Chen sera dans le dernier match, parce que son adversaire est l'un des plus forts. Sa technique de combat est si puissante que même un oracle de rang D ne peut pas complètement l'endurer. Notre garçon demande si ce n'est pas dangereux que Zhou Chen utilise une technique aussi puissante dans les matchs de bas niveau. Qin lui explique que la pierre précieuse peut bloquer une attaque mortelle, mais il subira quand même beaucoup de dégâts car c'est la dure réalité de la compétition. Cela dit, il lui demande pourquoi elle l'aide, et elle lui dit qu'ils sont alliés parce qu'ils partagent le même objectif, que Zhou Chen tabasse tous ces imbéciles arrogants. Avant de partir, elle dit qu'elle espérait qu'il l'aiderait. Mais comme son adversaire est si puissant, ce serait formidable s'il pouvait au moins le fatiguer un peu. En entendant cela, il commence à se demander si son adversaire est vraiment aussi fort qu'elle le prétend. Enfin, le dernier match du premier tour va commencer et la foule acclame bruyamment lorsque notre garçon entre sur le ring. Il pense que c'est un accueil chaleureux. Mais en réalité, ces acclamations sont pour le concurrent Lei qui fait une entrée digne d'un transfuge des Avengers. L'annonceur dit que personne ne s'attendait à ce que le dernier match mette en vedette Lei Shei. Il est devenu oracle à seulement 12 ans. Et en seulement 4 ans, il est passé au niveau 4 d'oracle. Il a également reçu un certificat national ainsi qu'une invitation de la guilde. Il ne serait pas faux que quelqu'un l'appelle le meilleur combattant de cette nouvelle ère. En le voyant entrer sur le ring, la foule devient complètement folle et commence à l'acclamer. La déléguée de classe s'inquiète. Parce que personne n'encourage notre garçon. Un type au hasard dans la foule lui dit que Lei a tellement de fans, parce qu'il est à la fois fort et beau. Au contraire, son adversaire ressemble juste à un type au hasard avec un mauvais caractère. En l'entendant dire cela, elle répond qu'elle soutient Zhou Chen parce que c'est un garçon vraiment gentil et doux. Après cela, ils commencent à se disputer et tout le monde autour d'eux commence à se demander ce qui se passe exactement. Tout le monde est impatient de voir comment le génie va se comporter dans ce match et s'il peut même battre l'invaincu Liang Guang Academy. L'annonceur dit que le match va commencer maintenant. Mais Lilian l'interrompt en lui demandant s'il a oublié de présenter l'un des combattants. Il s'excuse rapidement et admet qu'il a oublié dans toute cette excitation. Après cela, il présente Zhou Chen comme la star de la Lady Oracle Academy et que c'est la première fois que son académie participe à la compétition. À part cela, il n'a rien d'autre de notable à son sujet, ce qui lui fait se demander si l'école aurait au moins dû lui acheter une technique avant le début du tournoi. La foule commence à mal parler de lui et à se demander comment quelqu'un comme lui pourrait jamais se battre contre un génie. Le type au bandana éclate de rire et se moque bruyamment de la déléguée de classe. Pendant ce temps, le principal Wu dit au principal que c'est assez malheureux qu'ils doivent affronter l'étoile montante de leur académie dès leur première année. Ils ne devraient pas s'inquiéter car tout cela se terminera rapidement. Wong lui dit que tout le monde doit commencer quelque part. Il doit donc juste l'ignorer et rester calme. À l'intérieur du ring, Lei lui dit qu'il se sent mal pour lui parce que dès son premier tournoi, il doit l'affronter. Mais Bro lui dit de faire très attention au combat. Soudain, il se précipite vers notre garçon et arrive juste à ses côtés. Il dit qu'il commencera ce match en n'utilisant que 10% de sa puissance totale, parce que même s'il perd son premier combat, il peut quand même avoir l'air un peu décent. Il pense qu'il agit gentiment, mais il est agacé car il lui a déjà dit une fois de se battre normalement. Juste à ce moment-là, l'annonceur dit que le génie ne peut pas retenir son enthousiasme et annonce que le dernier match du premier tour commence officiellement maintenant. Avec cela, Lei utilise sa vitesse pour attaquer notre garçon et il se déplace
Si vite qu'on dirait qu'il a utilisé la technique de clonage de l'ombre pour faire plusieurs copies de lui-même. De plus, ils attaquent tous en même temps. Tous les concurrents qui regardent pensent qu'il va être extrêmement difficile de battre le génie et le principal Wu pense que personne ne peut le battre. Le génie pense que notre garçon ne bouge pas parce qu'il ne peut pas le voir et il croit que le seul qui pourrait jamais lui donner du fil à retordre est Wang. Pensant que c'est enfin la fin, il se prépare à porter le coup de grâce. Mais quand il s'approche, Joe lui demande s'il ne va pas esquiver, avant de le frapper sauvagement en plein visage. En voyant cela, tout le monde est choqué de voir comment cela peut même arriver. Notre garçon a en fait contré l'attaque de Lei et a réussi à lui donner un coup de poing. En un instant, le génie peut généralement esquiver n'importe quelle attaque avec sa vitesse, mais la question principale maintenant est de savoir s'il a juste été négligé ou s'il a réellement échoué à esquiver. Tout le monde dans la foule commence à penser que notre garçon a utilisé une sorte de hack, parce que personne d'autre ne peut jamais frapper le génie. En voyant cela, il se demande s'il a enfreint une sorte de règle cachée disant qui peut porter le premier coup. Wang dit au principal que son élève a clairement des compétences impressionnantes. Le principal dit qu'il doit tricher parce que personne n'est plus rapide que Lei. Mais le principal répond que s'il trichait, alors les supérieurs les auraient déjà attrapés. Le principal Li lui dit de se taire parce qu'il donne un très mauvais exemple avec ses gémissements et ses bavardages. Il suggère qu'il devrait tranquillement regarder le match parce que ce n'est pas encore fini. À ce moment-là, le Pikachu crie également en insistant sur le fait qu'il n'a pas encore fini. Il admet qu'il ne l'a pas pris au sérieux avant, et jure maintenant de tout donner. La foudre s'enroule autour de lui alors qu'il charge une autre frappe en criant que ses pouvoirs sont à peine sous contrôle. Lei continue d'invoquer encore plus d'éclairs, mais notre garçon reste calme, sans même scier. Il trouve cela presque amusant, que Lei ait autant d'énergie stellaire en lui. Soudain, un éclair jaune jaillit devant Joe, le prenant par surprise. Le type dévie contre la barrière et rebondit dans l'arène comme un flipper hyperactif, gagnant de la vitesse à chaque frappe. L'annonceur crie que Lei est sur le point de déchaîner son atout, tandis que Lilian continue d'ajouter des remplissages inutiles. Lei sourit, convaincu qu'il a déjà la victoire assurée et plonge d'en haut pour porter un coup de pied surpuissant. Notre garçon ne prend pas la peine d'esquiver ou de se défendre, au lieu de cela, il lance calmement un seul coup de poing en plein visage de Lei. L'élan combiné de sa charge envoie Lei s'écraser de manière incontrôlable sur le sol de l'arène. Joe Chen interpelle Joe Chen en lui disant qu'il aurait dû attaquer plus tôt, quand il avait encore une chance de gagner. L'annonceur déclare alors que Pikachu est de nouveau à terre, cette fois la pierre vire au rouge confirmant que le Pokémon est incapable de combattre Joe Chen. Pendant que l'annonceur célèbre la victoire de Joe Chen, il se demande brièvement si Lei va bien. Bien que la pierre aurait dû empêcher tout incident mortel, la foule est stupéfaite par la rapidité avec laquelle le match s'est terminé avec la défaite de Lei. Shin entre pour le deuxième quart de finale et assure la victoire sans transpirer. Ensuite, c'est Wong qui écrase facilement son adversaire sans transpirer. La foule trouve la force de la bête Joe Chen imparable. Pourtant, la plupart des regards se tournent vers Joe Chen, le gamin aux cheveux en bataille, puis leur lance un regard noir. Cela glace toute la section de peur. Lors du quatrième match, Ran d'une autre école Oracle affronte notre garçon et livre un combat acharné. Cependant, Joe Chen esquive chaque coup avec une précision digne d'un vétéran. Il termine le combat avec un léger coup de poing Joe Chen la tête de Ran l'envoyant s'écraser Joe Chen au sol en regardant d'en haut. Les officiels commandent que notre garçon n'a pas encore Joe Chen utilisé de technique de combat, se fiant uniquement au contrôle de l'énergie brute. L'un d'eux se demande s'il ne cacherait pas son vrai niveau. Ou pire, s'il ne prendrait pas de drogue, ce qui serait une violation grave du règlement du tournoi. De retour dans l'arène, l'annonceur commence à faire monter la pression pour les demi-finales, appelant Joe Chen contre un autre combattant, Lu. Il s'arrête au milieu de sa phrase, alors que des officiels en costume sombre montent sur scène. Le public murmure, confus, se demandant qui ils sont. Un inspecteur ordonne à notre héros Joe Chen de porter un équipement spécial et de libérer son énergie stellaire. La foule réalise qu'il s'agit d'inspecteurs du tournoi, et commence à s'agiter. Soupçonnant Joe Chen d'être accusé de tricherie, le garçon commence à transpirer, craignant d'être allé un peu trop loin et prend note Joe Chen de limiter ses pouvoirs. Les inspecteurs lisent les résultats qui indiquent que les lectures sont stables et dans les limites. Ils annoncent ensuite Joe Chen à la foule que le concurrent ne triche pas. Ils s'éloignent ensuite, et l'annonceur crie alors, incrédule, que notre héros est officiellement confirmé comme étant de niveau 4 et que la demi-finale est autorisée Joe Chen à commencer. La foule assimile cela pendant un moment, puis s'emballe que notre héros soit réellement légitime.
De l'autre côté de la scène, Liu commence Zhou Chen à trembler et son visage pâlit alors que la réalisation le frappe. Le match commence et se termine instantanément, alors que Zhou Chen l'assomme froidement d'un seul coup décisif. L'annonceur perd presque sa voix en hurlant dans le micro tandis que Lilian continue Zhou Chen à ajouter des remplissages inutiles. En haut des tribunes, le principal Wang se tourne Zhou Chen vers notre principal, le félicitant d'avoir produit un tel monstre d'élève. Le type accepte avec suffisance toutes les remarques et les autres principaux qui se moquaient autrefois de lui se précipitent Zhou Chen pour le féliciter également. Il sourit poliment, bien que la tension le mette un peu mal à l'aise. De l'autre côté, Li et vous regardez avec une irritation évidente, irrité par la foule soudaine de Leshbot. Notre principal s'autorise un sourire fier, pensant que Zhou Chen a vraiment tenu sa promesse et a maintenu l'honneur de leur école. De retour sur le sol de l'arène, la dernière demi-finale est annoncée et Qin monte sur scène, avec une détermination tendue. En face d'elle, Wang s'avance, les yeux brillants de la faim d'un prédateur, comme s'il venait de repérer sa prochaine proie. Les encouragements bruyants des juniors de Qin depuis les tribunes distraient la bête pendant une fraction de seconde. Elle repère la faille dans sa garde et se lance en avant, chargeant son cou avec la main nuage fluide. Elle frappe l'attaque dans sa poitrine. Hang ne trébuche pas, semble seulement légèrement irrité. Puis la fixe du regard. Sa confiance commence à s'effondrer alors que la panique s'infiltre, réalisant que le coup l'a à peine égratigné. Wang serre son poignet avec facilité, lui demandant si elle pense honnêtement qu'elle a du talent. Qin riposte en lui disant Zhou Chen de se casser et enfonce son coude dans son visage. Il ne cligne même pas des yeux et dit qu'il trouve cette situation Zhou Chen hilarante. Le désespoir alimente son prochain mouvement alors qu'elle charge une autre explosion et l'attache fermement avec sa magie, jusqu'à ce qu'il ressemble à une momie. Elle utilise ensuite le style du vent en donnant des coups de pied et martèle son corps enveloppé de coups implacables. Pendant un moment, elle se détend un peu, convaincue que tous ses coups ont porté et ont dû faire des dégâts. Cet espoir s'évanouit instantanément alors que Wang se tient soudainement derrière elle comme un fantôme. Vidant le sang de son visage, elle essaie Zhou Chen de se retourner, incrédule, se demandant comment il a pu bouger si vite, mais il est déjà trop tard. Il enfonce son poing en elle en utilisant ses arts de rage sanguine et l'envoie voler dans la barrière qui se fissure alors que les éclats se dispersent. Qin tombe Zhou Chen à genoux, à peine capable Zhou Chen de respirer. Pendant que l'annonceur déclare que Wang a maintenant le dessus, ses juniors détournent leurs yeux larmoyants car ils ne peuvent pas supporter la vue de sa défaite absolue. Le principal Wang serre les poings en silence, suppliant son élève vedette Zhou Chen de persévérer. Qin reste immobile, alors qu'elle fixe l'étiquette rouge posée à côté d'elle. Sa voix tremble alors qu'elle murmure qu'elle ne peut pas se permettre Zhou Chen de perdre. La vue de l'étiquette rouge la plonge alors dans un flashback à l'école, où elle est entrée dans une pièce bourdonnante d'élèves inquiets. Une fille qui pleurait lui a dit que si l'académie fermait, elle serait forcée Zhou Chen d'abandonner malgré son rêve de devenir une oracle. Elle met ensuite ses bras autour des deux filles dans une étreinte rassurante, promettant de ne pas Zhou Chen laisser cela arriver. Qin a juré à l'époque qu'elle gagnerait le tournoi Zhou Chen pour apporter à l'académie les fonds dont elle avait besoin Zhou Chen pour rester ouverte. Bien que la fille aux cheveux noirs ne semble pas convaincue, Qin a insisté sur le fait qu'elle n'était jamais revenue sur sa parole. La fille a alors fouillé dans sa poche et a sorti un porte-bonheur rouge fait à la main. Ce moment a réchauffé le cœur de Qin, et elle a promis Zhou Chen de se battre de toutes ses forces. De retour dans le présent, elle tend la main vers le porte-bonheur en murmurant à nouveau qu'elle a fait une promesse. Wang s'en fiche et piétine le porte-bonheur sans aucun soin, se moquant de si c'est tout ce à quoi elle se résume Zhou Chen. Il la frappe ensuite brutalement tandis que ses mains restent enfouies dans ses poches. Son cristal vire au rouge et elle perd connaissance, mais Wang continue de la provoquer. L'annonceur hurle que le combat est terminé, mais la bête lève à nouveau le pied, prête à l'écraser. La foule panique et l'annonceur crie à l'aide. Que quelqu'un arrête Wang. Les spectateurs regardent avec horreur, se demandant ce que le monstre prévoit de faire. La voix du principal Wang se brise. Alors qu'il supplie quelqu'un de sauver son élève, un officiel exige que Maître Bi agisse, mais ce dernier reste calme, affirmant que la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, Wang écrase son pied avec une force sauvage, creusant un cratère dans l'arène. Cependant, ses yeux s'écarquillent et il réalise que sa cible a disparu. Notre héros se tient maintenant là, les bras croisés, l'ayant sauvé à temps. Il interpelle la bête, lui demandant si c'est le genre d'intimidation que son école enseigne. Wang se retourne, la fureur rageant dans ses yeux, et hurle le nom de notre héros. L'annonceur crie de soulagement, déclarant que notre garçon a sauvé à temps. Le principal Wang se précipite. Notre héros tient son élève blessé, remerciant le ciel pour sa survie.
La foule s'agite, incapable de croire que la bête a réellement essayé de la tuer après sa défaite. Wong s'en moque et marche vers notre héros, déclarant hardiment qu'il tuera quiconque ose bloquer son chemin. Cette arrogance allume enfin un feu chez notre héros. Notre garçon lui lance un regard noir et ose la bête à tenter sa chance. Les médecins de service emmènent la jeune fille pendant que l'annonceur exhorte le personnel à rapidement remettre l'arène en état pour le prochain combat. Dans les tribunes, les amis de notre garçon se rassemblent avec le délégué de classe. Shen demande comment les choses se présentent jusqu'à présent et elle répond que notre héros a déjà atteint la finale, bien qu'elle admette que quelque chose ne va pas chez l'adversaire. L'ami de notre principal avertit notre garçon d'être prudent et crie ensuite à notre héros de ne pas sous-estimer qui il affronte. Gonflé à bloc, notre héros lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Dans l'arène, Wong se moque de notre héros pour avoir réellement pensé qu'il avait une chance. Mais il rétorque que le type parle trop. Il sourit et demande si la bête est vraiment là pour se battre, ou juste pour continuer à jacasser. Alors que les deux camps se préparent, leurs auras s'embrassent sauvagement, transformant la situation en une épreuve de force énergétique. L'annonceur déclare le match officiellement commencé. Wong ne perd pas de temps et lance un coup de poing soudain, mais notre héros l'encaisse comme si de rien n'était, son corps ne bougeant même pas. La bête sourit, se moquant de lui en disant qu'il pensait qu'il serait plus coriace. Mais notre garçon rétorque instantanément qu'il lui a volé les mots de la bouche, laissant le type en sueur. Le type insiste, demandant si c'est vraiment le niveau de quelqu'un qui a remporté le tournoi précédent. Il tente ensuite une prise, mais Wong parvient à peine à esquiver. Wong active sa compétence de rage sanguine, chargeant son poing alors que les deux commencent à se frapper à toute vitesse. Aucun des deux n'étant disposé à céder un pouce. L'annonceur crie d'incrédulité qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se battre aussi férocement auparavant. Même les camarades de classe de notre héros sont stupéfaits, réalisant que notre garçon s'est retenu pendant tout leur combat d'entraînement. De retour dans l'arène, notre héros place un énorme uppercut directement dans la mâchoire de Wong. Son professeur et son principal regardent avec de grands yeux, luttant pour croire que leur propre élève est aussi fort. Du sang gicle de la bouche de Wong alors qu'il se demande comment une brute comme lui a pu être repoussée aussi loin. Cette pensée ne fait qu'alimenter sa rage. Et il pousse sa capacité encore plus haut. Goldfinger apparaît alors, soulignant que le type est littéralement en train de forcer de l'énergie stellaire dans son corps pour augmenter sa force. L'instant suivant, Wong disparaît dans un éclair, mais notre héros suit ses mouvements. Il prépare ensuite un coup de coude et pense que cette vitesse est inutile contre sa compétence de perception. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, un officiel demande nerveusement au maître s'ils doivent vérifier le niveau de Wong, car il augmente anormalement vite. Calme comme toujours, il explique que ce ne sont que les arts de rage sanguine de sa famille qui le font monter d'un niveau, donc ce n'est pas de la triche. Puis il admet que la vraie curiosité réside chez notre garçon, qui ne s'est toujours pas donné à fond, et le maître ne peut s'empêcher de se demander jusqu'où ce gamin peut aller. De retour sur le ring, les deux combattants continuent de lancer des coups de poing rapides, comme deux crackheads se battant pour une frite. Les amis de notre héros regardent, les nerfs à vif, criant que notre héros est repoussé. La rousse le corrige rapidement, disant qu'il est en fait en train de dévier les coups de la bête. Parfaitement. Dans l'arène, notre héros reste concentré, esquivant et se faufilant à travers coup après coup, à la recherche de son ouverture. Puis, il riposte enfin avec un coup de poing écrasant qui force la bête à bloquer avec tout ce qu'elle a. L'impact à lui seul fissure le sol et fait reculer Wong un peu. Notre garçon enchaîne avec un autre coup puissant et Wong dit alors qu'il est le premier combattant à le pousser aussi loin. Alimenté par la fierté et la rage, il augmente encore plus ses arts sanguins, criant qu'il est toujours le plus fort. Imperturbable, notre héros le provoque en retour, lui demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. Et il active la compétence empreinte de pouvoir. Et son niveau commence à augmenter aussi. Les deux puissances se préparent à nouveau, leurs poings déjà impatients d'en découdre. Notre héros réalise qu'il peut maintenant clairement lire le schéma d'attaque de son adversaire en utilisant ses compétences de perception. Il remarque également que le point faible de la bête est son cœur. Ne perdant pas de temps, notre garçon enfonce un coude directement dans la poitrine du type, faisant écarquiller les yeux de la bête sous le choc. Le coup lui coupe le souffle. Mais notre héros n'en a pas encore fini. Il enchaîne immédiatement avec une autre attaque, forçant Wong sur la défensive. La bête bloque coup après coup, chacun plus lourd que le précédent, tout en pensant avec incrédulité que la vitesse et la puissance de notre héros continuent d'augmenter. Le type refuse d'accepter la défaite et pousse ses arts sanguins au-delà de ses limites. Notre garçon déclare alors que le combat est déjà décidé et charge son poing avec de l'énergie stellaire pure.
Wang lui crie de mourir et envoie un coup de poing massif. Leurs poings entrent en collision, déclenchant une énorme explosion qui projette des ondes de choc à travers l'arène. Les spectateurs lèvent les bras pour se protéger de la violente explosion. Le principal est rivé sur la bataille, exigeant frénétiquement de savoir ce qui vient de se passer. Alors que la fumée se dissipe, l'annonceur crie que Wang est toujours debout. Mais l'instant d'après, la bête s'effondre et son cristal tombe au sol, qui est maintenant rouge. Le dernier debout n'est autre que notre garçon. Avec cette victoire, l'école revendique officiellement la première place dans la catégorie niveau 4. Ainsi que tout le championnat, les amis de Zhou Chen commencent à célébrer bruyamment, criant qu'ils ont enfin gagné le tournoi. Son professeur et le directeur l'encouragent également, criant qu'il a rendu leur école fière. Des larmes coulent sur le visage du directeur alors qu'il déclare: ils n'auront plus Zhou Chen à mendier de l'argent. Tandis que son professeur reste impassible face à sa réaction théâtrale. Les mêmes directeurs qui se moquaient de lui plus tôt se précipitent maintenant vers Zhou Chen, le félicitent, le lèchent sans vergogne. Zhou Chen sauve la face. Pendant ce temps, le directeur de Wang est furieux de l'humiliation. Et même le directeur finaliste de l'année dernière ne sait plus quoi Zhou Chen faire. À la grande surprise du directeur Li, son allié supposé l'abandonne complètement et s'enfuit sans se retourner. Maître Bai décide Zhou Chen prendre congé également puisque le tournoi est terminé. Et le remercie officiellement et sincèrement pour ses efforts. En sortant, les yeux de Bai se rétrécissent soudainement lorsqu'il aperçoit deux silhouettes inconnues qui observent depuis le côté. Il se demande instantanément s'ils sont la Zhou Chen pour repérer Zhou Chen. Un vieil homme murmure Zhou Chen à la jeune fille à côté. Zhou Chen, lui, qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'une école aussi arriérée Zhou Chen produise un tel monstre. Il lui demande si elle peut amener notre héros dans leur guilde. La jeune fille, Lin En, admet qu'ils étaient amis d'enfance. Mais maintenant Zhou Chen ne la reconnaît même plus. Malgré cela, elle jure qu'elle utilisera tout ce qu'elle a Zhou Chen pour le recruter. De retour à l'intérieur de l'arène, l'équipe gagnante se tient fièrement alignée sur scène. Les appareils photo crépitent alors que le directeur fait la promotion du dernier live de l'école. Profitant de la victoire, notre héros sourit pour les photos tout en pensant que cela semble plus difficile que le combat réel. Le lendemain, le directeur le prend à part et admet qu'il lui doit une faveur énorme pour avoir assuré la victoire. Fidèle Zhou Chen à sa parole, il lui remet le cristal noir. Ce qui rend le démon super excité. Le directeur l'avertit tout de même que les grandes académies oracles vont maintenant l'appeler, et lui rappelle de ne pas Zhou Chen oublier d'où il vient. Après leur conversation, notre héros sort du bureau seulement Zhou Chen pour immédiatement croiser ses amis. Il le salue joyeusement avec des papiers à la main. Bien que ce soit les vacances d'été, Chen lui met un bras autour de l'épaule et explique que toutes les meilleures académies leur ont envoyé des lettres d'admission plus tôt et qu'ils ont tous été acceptés. Notre garçon les félicite un par un. Mais, ils insistent sur le fait que le mérite revient Zhou Chen à lui. Chen devient alors sérieux, déclarant hardiment qu'ensemble, ils deviendront la meilleure équipe du futur. Ce qui laisse notre héros un peu confus. Su explique rapidement que même s'ils fréquentent différentes académies, ils peuvent toujours se rencontrer et rester ensemble. Zhou Chen se contente de sourire en disant qu'il a hâte Zhou Chen à ça car il s'ennuierait à mourir. Autrement, en marchant, il ajoute qu'il aura certainement besoin de leur aide quand il devra Zhou Chen s'entraîner Zhou Chen pour devenir plus fort. Soudain, une autre silhouette sort du coin, les prenant tous au dépourvu. La déléguée de classe les regarde droit dans les yeux avec détermination et demande si elle peut rejoindre la bande aussi. Parce qu'elle veut Zhou Chen grandir plus fort à leur côté, la déléguée de classe a des étoiles dans les yeux lorsqu'elle entre enfin dans la salle de classe d'élite. Elle remercie notre héros pour son aide, mais il minimise en disant que c'était le directeur. Liu remercie ensuite également le directeur qui répond qu'il est heureux Zhou Chen d'aider. Il ajoute qu'il prévoit Zhou Chen de rendre ses installations disponibles Zhou Chen à tout le monde avec de nombreux autres changements à venir. Après avoir remporté la compétition, le directeur a enfin les fonds Zhou Chen pour faire ce qu'il veut, tout cela grâce Zhou Chen à ses élèves. Il félicite ensuite tout le monde pour ses efforts. Tandis que la bande plaisante en disant que tous ces changements se produisent juste après leur départ, Su demande à la déléguée de classe pourquoi elle s'entraîne si dur même si c'est les vacances et qu'il n'y a pas de compétition. Elle partage son histoire en admettant qu'elle n'a jamais pensé être bonne à quoi que ce soit. Mais elle s'est enflammée après avoir vu tout le monde travailler si dur. Elle continue en disant qu'elle veut Zhou Chen postuler en tant qu'étudiante spéciale en culture. Ce qui a encore une date limite d'1 mois, ce qui fait pleurer la fille aux cheveux roses. Su prend alors la main de la déléguée de classe et promet Zhou Chen d'aider de toutes les manières possibles. Chen demande Zhou Chen ce qu'il prévoit Zhou Chen de faire et s'il s'est déjà décidé pour une école. Il révèle qu'il n'a pas
encore reçu de lettres, ce qui prend tout le monde au dépourvu car ils ont tous reçu les leurs instantanément des 5 grandes académies. Le directeur s'éclaircit la gorge et appelle Joe Chen notre héros en disant qu'il a quelque chose Joe Chen à lui dire. Il lui tend une enveloppe rouge et explique qu'elle est arrivée très récemment. Chen soupire de soulagement en disant qu'il savait qu'il n'y avait aucun moyen que notre garçon se fasse duper. Joe Chen lit attentivement la lettre et dit à voix haute qu'elle vient de l'Académie de l'Aube. Tout le monde est choqué par le nom et le blond crie qu'il s'agit de l'académie qui se trouve au sommet de la chaîne. Notre garçon lui demande Joe Chen d'expliquer, alors il se met en mode histoire. Il explique qu'il existe 5 grandes académies qui servent de symbole d'autorité et de force, mais l'une d'elles se situe au-dessus de toutes les autres, l'Académie de l'Aube, qui a le pouvoir Joe Chen de débaucher n'importe quel étudiant qu'elle veut. Joe Chen demande alors pourquoi il n'y a pas 6 académies. Au lieu de 5, le directeur répond que la vraie valeur de cette académie ne peut pas être mesurée, et qu'elles ont toutes été construites Joe Chen pour combattre la faille. Il devient sérieux en disant que l'information est strictement confidentielle mais accepte Joe Chen de leur dire quand même. Vous voyez, la faille est une autre dimension remplie de monstres surpuissants. S'ils parviennent Joe Chen à s'échapper dans le monde réel, ce sera l'enfer sur Terre. C'est pourquoi des émissaires sont envoyés Joe Chen pour éradiquer ces monstres chaque fois que ces portails apparaissent. Bien que nettoyer une faille soit extrêmement rentable, le risque est bien trop grand. L'homme révèle qu'il faisait autrefois partie d'une escouade de nettoyage de failles. Cependant, il a suffi de la mort d'un membre clé Joe Chen pour plonger toute l'équipe dans le chaos. Et elle a finalement été dissoute, même si d'autres académies exigent également que les étudiants Joe Chen nettoient les failles. Dawn est juste construite différemment. Il lui conseille donc Joe Chen de bien réfléchir. Le directeur le rassure Joe Chen que d'autres académies sont toujours ouvertes Joe Chen pour qu'il puisse entrer, et qu'il ne devrait pas risquer sa vie. Cependant, il a déjà pris sa décision et dit qu'il rejoindra Dawn. Le grand homme sourit. Comme s'il connaissait déjà la réponse et commande qu'il atteindra certainement de nouveaux sommets, Shen lui met son bras autour de lui et dit qu'ils deviendront plus forts ensemble. Donc la faille sera du gâteau pour eux tous, le blond. Puis remarque que la date limite est dans seulement 10 jours alors que normalement elle dure environ 6 mois, ce qui fait transpirer notre héros. Notre héros leur dit de faire préparer Joe Chen. Il ne peut pas entraîner le délégué de classe, mais la bande le rassure en lui disant qu'ils vont s'en sortir. Ramenant Joe Chen à son appartement, il commence à faire une liste de tout. Juste à ce moment-là, le livre démoniaque apparaît et fait flotter le cristal devant lui. Étendant un bras, il touche le cristal et absorbe quelque chose de lui. Le cristal noir tombe Joe Chen au sol et se brise, ce qui provoque presque une crise cardiaque à notre héros. Joe Chen a le cœur brisé et se plaint qu'il voulait que Joe Chen échange le cristal contre de l'argent. Goldfinger lui dit Joe Chen de laisser tomber puisque c'est inutile maintenant, et demande plutôt comment s'est passée la visite de l'école. Il révèle qu'il a été accepté à l'Académie de l'Aube, un endroit parfait. Joe Chen, pour gagner de l'argent et devenir plus fort, le seul problème est qu'il devra, Joe Chen, piler des failles. Le livre démoniaque lui dit que les failles ne sont rien. Joe Chen, à craindre puisque l'énergie stellaire en provient. Notre héros change alors de sujet et demande s'il y a une récompense. Puisque l'un de ses vœux a déjà été exaucé, Goldfinger se fâche un peu qu'il soit traité comme un puits à souhait mais accepte d'aider Joe Chen, puisque les failles sont liées à ses propres vœux. Il dit à Joe Chen de l'endurer et libère de l'énergie sombre vers lui. Notre héros absorbe l'aura sombre, et le système l'informe qu'il a débloqué la capacité de création divine. Le pouvoir remodèle tout son corps alors qu'il endure la douleur et atteint le niveau 6 une fois le processus terminé. Notre garçon demande ce qui vient de se passer. Le système explique qu'il a maintenant le pouvoir, Joe Chen, de créer n'importe quoi en utilisant son énergie. Goldfinger révèle que la capacité appartenait autrefois à son vieil ami Sato, et qu'elle peut littéralement créer n'importe quoi. Les récompenses d'avant ne sont rien comparées à celles-ci. Joe Chen, il se demande si ce n'est qu'une façon sophistiquée de monter de niveau, mais Goldfinger le gronde en disant que les niveaux ne sont pas tout. Le démon explique que les niveaux n'affectent que le physique de base. Le premier éveil au rang D détermine vraiment l'avenir d'une personne. C'est pourquoi il a donné à Joe Chen cette compétence pour éviter d'éveiller quelque chose de complètement inutile. Juste à ce moment-là, il réalise que Shin a aussi eu un éveil de type capacité, et que les compétences de combat normales sont pâles en comparaison. Joe Chen, il réalise alors pleinement que pénétrer dans une faille demande plus que de la force brute. Goldfinger lui dit que le pouvoir de la compétence dépend entièrement de l'état d'esprit de l'utilisateur, et l'exhorte, Joe Chen, à la tester déjà. Joe Chen note qu'après le remodelage, il ne peut plus sentir l'énergie stellaire être absorbée. Même le panneau du système ressemble maintenant à une interface de jeu vidéo. En regardant ses statistiques, il se demande s'il y a une fonction de boutique,
mais à sa déception, Zhou Chen, elle est verrouillée. Un tas d'autres fonctions sont également verrouillées jusqu'à ce qu'il monte de niveau. Il vérifie ensuite l'écran de montée de niveau qui lui donne plusieurs missions secondaires. Mais il n'a pas assez de points d'âme pour commencer. Zhou Chen, Goldfinger demande ce qui lui prend si longtemps, et Zhou Chen explique qu'il aura besoin d'entrer dans la faille pour monter de niveau, mais il n'est pas encore assez fort. Le livre démoniaque commence à se plaindre que notre héros s'avère être plutôt inutile. Juste à ce moment-là, un nouveau panneau de système apparaît devant Zhou Chen annonçant qu'un autre vœu vient d'être exaucé. Son corps commence à briller alors qu'il reçoit une nouvelle récompense, une armure de mage. L'équipement est de qualité unique et peut invoquer une armure autour de son corps pour bloquer les attaques. Il est ravi car cela augmente non seulement sa défense, mais aussi sa force. Goldfinger pleure un peu en disant qu'il a utilisé toute la puissance qu'il avait stockée, mais dit à Zhou Chen de faire de son mieux à partir de maintenant. Le lendemain, le directeur lui demande pourquoi il part si tôt. Zhou Chen explique que même si ce n'est qu'un jour de voyage, il veut arriver à l'avance. Il remet ensuite au directeur une note lui demandant de la donner à sa sœur à l'hôpital et de la surveiller. L'homme dit que notre héros devrait le faire lui-même, mais il explique que la situation est compliquée et qu'il ne peut pas la rencontrer pour le moment. Sans insister davantage, le directeur écarte le sujet et accepte de le faire, tandis que tout le monde lui souhaite bonne chance pour son voyage. Avec cela, il leur fait signe au revoir et part pour sa destination. À l'aéroport, la réceptionniste lui demande pourquoi il veut un visa et un billet d'avion pour la zone de niveau intermédiaire de la ville. Notre garçon répond qu'il a été admis, ce qu'elle trouve étrange puisque c'est encore les vacances d'été. Elle demande une preuve et il lui tend la carte de l'Académie de l'Aube. Ses yeux s'écarquillent en réalisant ce que c'est. Pensant qu'elle n'en a jamais vu de toute sa carrière, elle le fixe alors, avec incrédulité. Tandis qu'il a juste l'air confus, il demande si elle a aussi besoin de la lettre d'admission, mais elle s'excuse rapidement et dit que la carte est plus que suffisante. Il est surpris qu'il n'ait même pas besoin de billet. Et elle explique que quelqu'un de son statut n'en a besoin que pour le vol de retour. Quelque temps plus tard, Zhou Chen se prélasse dans son siège de première classe. Se demandant si c'est aussi l'un des privilèges de l'Aube, regardant par la fenêtre, il espère que l'Académie de l'Aube sera à la hauteur de ses attentes et profite du reste du vol. Arrivant à l'Académie de l'Aube, notre garçon se sent bizarre car l'environnement est calme. Il se dirige vers le bureau d'accueil pour s'inscrire, et lorsque la réceptionniste découvre que c'est Zhou Chen, il propose volontiers de l'emmener à l'école lui-même. Car quelqu'un l'attendait. Le frère est choqué car il ne s'attendait pas à être assez important pour être attendu. La réceptionniste le conduit à un monument de pierre lui demandant de placer sa carte dessus. Malgré la confusion, Zhou Chen fait comme on lui a demandé. La prochaine chose qu'il sait, c'est qu'ils sont téléportés directement sur le terrain de l'académie. L'expérience le laisse sans voix. Peu de temps après, la réceptionniste l'amène à la personne qui l'attendait. Une belle fille aux longs cheveux blancs, Lin. Elle se demande si notre gars se souvient d'elle. Il admet que oui. Et qu'il espérait avoir une chance de la remercier. À sa surprise, elle s'avère être son aînée. Une fois que la réceptionniste prend congé, Zhou Chen se demande pourquoi Lin semble si désireuse de le rencontrer. Avant qu'il ne puisse s'approcher, Kui Ming-chun se place devant lui bloquant le passage. Lin fronce les sourcils et dit à Kui sèchement d'être respectueux envers leur invité. Lin l'invite à une conversation, mais Zhou Chen demande à ce qu'elle soit courte. Elle lui propose donc de rejoindre sa guilde et le prix qu'elle a offert est de 30 millions. En entendant le prix, l'esprit de Zhou Chen est soufflé. Même Kui Ming-chung se demande si Lin en a perdu la tête et commence à cracher des bêtises à notre gars. En colère, Lin en regarde dans sa direction et demande depuis quand il a été désigné pour prendre des décisions. Transpirant alors qu'il s'embrouille, Zhou Chen s'explique. Ne peut s'empêcher de penser pourquoi elle le défend même alors que Lin se retourne, Zhou Chen l'informant que c'est le maximum qu'elle puisse offrir. Mais Zhou Chen est tiraillé entre l'offre et les compétences qu'il possède, l'offre de Zhou Chen n'étant qu'un simple rang E. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une annonce retentit, exhortant tous les nouveaux étudiants, Zhou Chen, à se rassembler dans la salle de réunion. Lin lui dit, Zhou Chen, d'y réfléchir, considérant à quel point cette offre pourrait être accablante pour lui. Il lui fait savoir qu'il prendra son offre en considération. Et elle le raccompagne, Zhou Chen, à la salle de réunion. Dans la salle de réunion, un garçon aux boucles dorées se prenant pour Zhou Chen, être supérieur, est assis alors que notre garçon Zhou Chen se démarque en comparaison. Zhou Chen lui, les intentions du garçon envers Lin sont tout sauf pures. Il vise Zhou Chen à la contrôler, planifiant Zhou Chen à l'épouser. Zhou Chen a boosté l'influence de sa famille. L'orientation commence. L'instructeur Jiang Gui se présente
et les félicite d'être entrés à Dawnbreaker. Il les appelle tous des génies, mais leur rappelle rapidement qu'en ce moment, ils ne sont que des étudiants de première année. Il les avertit qu'ils seront bientôt confrontés à quelque chose d'entièrement nouveau. Le pêcheur, un pêcheur est comme une chasse. Les oracles sont les chasseurs, mais le destin décide quand ils peuvent devenir des proies. Les armes humaines ne servent à rien là-bas, seule une immense force centrale. Et des armes faites à partir de matériaux de pêcheurs sont fructueuses. L'Académie Dawnbreaker collecte les oracles de premier plan, créant une solide ligne de défense contre les pêcheurs. Jianghui les dirige, Zhou Chen, vers la bibliothèque pour plus d'informations. Et Zhou Chen vers la salle d'entraînement pour des simulations de combat. Ils peuvent organiser leurs propres horaires, mais ils précisent. Adaptez-vous et devenez plus fort ou devenez inutile ici, ne voyant aucune peur dans leurs yeux. Ils déclarent le succès de la première évaluation. En récompense, chaque étudiant reçoit une pierre de compétence. Un cristal qui leur permet d'absorber une capacité de combat. Celle-ci contient Wise Eye, une compétence qui permet la détection et la lecture automatique de l'écriture de Fisher. L'instructeur informe ensuite de 2 autres évaluations, la première étant un test d'entrée qui leur demande, Zhou Chen, de vaincre un pêcheur de bas rang, la seconde étant qu'ils doivent atteindre le rang D et éveiller leur potentiel dans un délai de 6 mois. Certains étudiants paniquent. Tandis que d'autres se détendent connaissant la solution, Zhou Chen, pour atteindre le rang D, sentant leur malaise, Jianghui les rassure en leur disant que des suppléments aideront à accélérer le processus, puis il appelle les aînés et le hall se tait alors que Lin en s'avance avec sa beauté et son aura indéniable. L'instructeur dit aux étudiants que leurs aînés les aideront dans leur évaluation de première année. L'instructeur continue de guider les étudiants, Zhou Chen, pour choisir leur mentor. Les étudiants sont haletants, incapables. Zhou Chen, de croire que Linen est devant eux, l'héritière. Zhou Chen, de la guilde Shenhua, un étudiant se lève, suppliant, Zhou Chen, d'être choisi, affirmant quelle est la raison pour laquelle il a rejoint l'académie. Linan cependant le refuse, expliquant qu'elle n'accepte que ceux de type magique, tandis que l'étudiant se spécialise dans la force. Un autre gars par dévotion choisit, Zhou Chen, d'apprendre le type magique juste pour elle. Malgré sa maîtrise de la force, mais elle le refuse également, un par un, elle continue de refuser les étudiants, ayant des normes élevées. La patience de l'instructeur commence, Zhou Chen, à s'user, il l'exhorte, Zhou Chen, à choisir au moins un étudiant de première année, l'avertissant que si elle ne le fait pas, elle se verra attribuer celui qui reste à la fin par défaut. Parmi les étudiants, le garçon aux boucles dorées regarde avec confiance, certain qu'il sera choisi, soit par le choix de Linen, soit par les circonstances, une situation gagnant-gagnant pour lui. Puis Zhou Chen se lève, demandant, Zhou Chen, à être pris comme son mentor. Le hall se tait, personne ne s'attendant à ce qu'elle, Zhou Chen, accepte, mais quand elle dit oui, toute la pièce est stupéfaite. Plus tard dans la salle de mission, Zhou Chen remet en question sa décision, se demandant pourquoi elle l'a choisi et offert un prix aussi élevé pour quelqu'un d'aussi inexpérimenté que lui. Linan lui dit simplement qu'elle a des raisons personnelles, qu'elle révélera après le test. Elle présente ensuite l'équipe organisée pour sa prochaine évaluation. Su-an, la superviseure, n'interviendra que si une vie est en danger, et toute interférence de sa part entraînera un échec. Liu Wei, la guérisseuse, fournit un soutien de récupération tandis que Jiao Lin gère les attaques à longue portée. Les rois, le chef d'équipe, commande la formation et prend les décisions tactiques. Les rois voient notre héros les mains vides et se demandent s'il a éveillé une sorte de talent spécial. Zhou Chen, ce qu'il nie. En entendant cela, il est secoué, se demandant comment l'académie l'a même laissé entrer comme ça. Puisqu'il ne sert à rien de se plaindre maintenant, il décide, Zhou Chen, de rester vigilant de son côté. Liu Wei conseille à Zhou Chen de rester prêt pour la protection. Mais il insiste sur le fait qu'il a de l'expérience au combat, la laissant légèrement exaspérée par sa confiance. Puis l'équipe de les rois est envoyée. Zhou Chen, à Fisher dans la salle, et le Fisher peut être ouvert par un fragment d'arbre du monde. Dès que le Fisher s'ouvre, notre garçon ressent une aura dense, espérant qu'il trouve la clé, Zhou Chen, pour passer au niveau supérieur. Il se retrouve dans une grotte et presque immédiatement une meute de loups démons de l'ombre détecte leur présence avec un odorat aigu. Les rois et Jiaolin chargent sur eux, faisant de leur mieux, Zhou Chen, pour les abattre. La guérisseuse Liu Wei court, Zhou Chen, pour les soigner, ignorant qu'une bête est derrière elle.